J'ai voulu échapper à mon destin et je voulais devenir ingénieure dans l'aérospatiale. Dans les années 90, la sommellerie française n'était pas très portée sur les champagnes de vignerons. Pendant 15 ans, on n'a fait que rembourser les emprunts qu'on avait fait pour payer la succession. Il faut que les consommateurs soient conscients que derrière chaque bouteille, il y a vraiment des gens, quoi. Tout le monde, on a touché la bouteille 10 fois avant de la mettre dans le carton. Et avant, combien de fois on a touché le cep de vigne? C'est très politiquement incorrect, mais on éduque bien les enfants très récemment, depuis très récemment, à bien manger. Et je pense qu'il faudrait les éduquer aussi à bien boire. Salut à toutes et tous, c'est Hugo, vous êtes bien chez Baltaz, le podcast qui part à la rencontre des gens qui font le vin à travers la France. Aujourd'hui, on a rendez-vous en Champagne, dans la maison Philippe Gonnet, avec Chantal Gonnet. Lorsque j'arrive sur place, elle est en train de faire de l'administratif, un peu au milieu de la poussière de ponçage, la maison historique étant en rénovation. Elle me reçoit dans le caveau de dégustation, flambant neuf quant à lui. Chantal est l'une de ces personnes avec qui la proximité humaine est vite palpable. On est à l'aise, on a envie de discuter. Ça tombe bien, on doit enregistrer un podcast, et ça tombe encore mieux pour Chantal. Elle dirige la partie commerciale de la maison, pendant que son frère, Pierre, s'occupe de la production. Même si, vous allez le découvrir, Chantal s'est rapprochée des vignes ces dernières années. Je découvre un parcours de vie hors norme. Une première expatriation à Singapour, une deuxième à Miami, des voyages à travers le monde, des épreuves personnelles difficiles aussi, qui jalonnent le parcours, mais qui semblent, à chaque fois, être le point de départ de nouvelles idées et d'une nouvelle mise en mouvement. Si vous aimez cet épisode, mettez une note et partagez-le autour de vous. Amis amateurs passionnés, les vins de Pierre et Chantal, ainsi que ceux de leurs camarades passés par le podcast, sont dispo sur baltaz.co. Faites-vous plaisir, je vous les envoie. Et de mon côté, ça m'aide aussi à produire ce podcast. Bonne écoute et à bientôt. On y va, Chantal ? Allez, on est parti. Bienvenue en Champagne, plus précisément à Le Mesnil-sur-Oger. Les amateurs de Champagne connaissent bien ce village, mais j'aime bien en début d'épisode toujours situer géographiquement où nous sommes. On est donc au sud de la ville de Reims, même au sud d'Épernay, au milieu de la Côte des Blancs, cette zone où le chardonnay règne en maître. Et donc dans le village du Mesnil-sur-Oger, l'un des 17 villages classés Grand Cru en Champagne. Dans la maison Philippe Gonnet, quand on arrive ici, on est franchement saisi par la beauté des lieux de cette maison, pas immense, mais qui a beaucoup de charme. Les sensations de l'histoire qui vous attrapent instantanément là, avec les cheminées, là, ouais, ça c'est exceptionnel. Et on est donc aujourd'hui accueillis par Chantal Gonnet. Salut Chantal. Salut Hugo. Avant de commencer, j'ai envie de remercier Champagne de Vigneron qui permet la réalisation de ces 2 épisodes que j'enregistre donc aujourd'hui avec toi et demain chez Marc-Antoine Henry. On va traverser plusieurs sujets, vous en avez l'habitude, chères auditrices et chers auditeurs. On va commencer par le plus important, c'est bien sûr toi Chantal, le plus important, ton histoire de vie pour que l'on essaye de comprendre un peu qui tu es, du mieux que nous pouvons le faire dans le temps qu'on aura. Et puis on viendra bien sûr sur le domaine, son histoire, la Champagne, le vin plus généralement peut-être, le domaine aujourd'hui, le domaine demain. Voilà, pas mal de choses. Mais avant tout ça, Chantal, est-ce que je peux te demander de te présenter et tu as tout le temps que tu veux. Merci. Bienvenue au Champagne Philippe Gonnet. Donc, je m'appelle Chantal Gonnet. Je suis née à Épernay et j'ai vécu toute mon enfance au Mesnil-sur-Oger. Voilà, donc bercée par la vie familiale d'une famille viticultrice. Avec les travaux dans les vignes, l'accueil des clients depuis le début. J'ai vraiment vécu sur le domaine. Ensuite, je suis allée faire mes études à Reims, parce que ici, on est dans un tout petit village. Donc, j'étais pensionnaire depuis la 6e jusqu'à la terminale. Et ensuite, je suis allée faire mes études à Paris, dans une école qui s'appelle l'école polytechnique féminine. C'est une école d'ingénieurs généralistes, où j'ai pris l'option ingénierie d'affaires, donc orientée finalement un peu commerce. J'ai voulu échapper à mon destin et je voulais devenir ingénieure dans l'aérospatiale. Mais finalement, je suis revenue au domaine. Voilà, mon père est décédé pendant mes études. Et c'est pour ça que j'ai terminé ma formation avec une partie un petit peu plus commerciale ou management, en tout cas, pour gérer des projets.
Et dès ma deuxième année, donc en fait, mon père est mort il y a 35 ans, en 90, et j'ai commencé à aider ma mère à aller sur les salons tous les week-ends, puisqu'à l'époque, on vendait beaucoup aux particuliers, quasiment que aux particuliers. Et il fallait bien sûr soutenir la famille. Et voilà, donc j'ai fait un stage chez Alstom à l'époque, donc à la fin de mes études. Et même pendant mon stage chez Alstom, j'étais dans mon bureau, je me cachais pour répondre déjà à des clients pour le champagne. Donc j'étais pas très concentrée. Voilà, donc je suis revenue très vite sur le domaine, hein, juste à la fin de mes études en 93. J'ai travaillé tout en étant quand même encore à Paris parce que j'avais déjà un petit copain et je voulais être un peu entre les deux. Ensuite, j'ai fait une formation à Dijon pendant une année, un diplôme de technicien œnologue, parce que j'avais envie d'avoir un petit peu plus de légitimité et de connaître un petit peu plus d'en connaître plus sur le vin. Et finalement, après la formation, je me suis dit que on en apprenait plus sur le terrain, en tout cas que c'est tellement plus concret que l'expérience, il y avait que ça de vrai. Et même encore maintenant, à mon âge, je trouve que c'est l'expérience qui te permet de découvrir beaucoup plus de choses. Voilà. Et ensuite, je voulais revenir, mais pas vraiment revenir. Et puis j'ai eu la chance de suivre mon mari pour une expatriation à Singapour. Où j'ai eu, donc juste avant de partir, un premier enfant, un deuxième enfant là-bas. Et donc, je me suis dit, bon, finalement, non, je vais pas reprendre la boutique, je vais faire autre chose. Et très vite, tous les contacts qu'on te donne, tout te ramène au champagne, en fait. Donc, j'ai fini par rencontrer des viticulteurs, puis des importateurs qui sont mis à importer notre champagne. Finalement, ça m'a emmené sur des salons. J'en ai fait un à Singapour, un au Japon, Vinexpo, peut-être t'as entendu parler. Voilà. Petit salon. Et ça nous a lancé, oui, petit salon, qui redevient grand maintenant avec Wine Paris Vinexpo. Et ça nous a lancé sur l'export. Et en fait, j'ai vraiment décidé de tout mettre sur l'export. Et c'est ça qui nous a, quand je suis revenue d'expatriation, qui m'a beaucoup motivée. Parce que à l'époque, donc dans les années 90, la sommellerie française était pas très portée sur les champagnes de vignerons. En tout cas, il fallait vraiment les motiver. Donc, je me suis orientée tout de suite vers l'export. Et puis, tu valorises aussi beaucoup mieux à l'export tes champagnes. Donc, voilà, je me suis orientée directement vers l'export. Sinon, la maison Philippe Gonnet existe depuis 1830 quand même. On est la 7e génération et j'ai repris avec mon frère en 93, donc juste à la sortie de mes études. Lui a fait ses études en Bourgogne, à la Viti à Beaune. J'ai entendu dans tes podcasts qu'il y en a un paquet qui sont passés par là. Il n'y a pas beaucoup de champenois, par contre. Ça, c'est quand même une originalité. Ah ouais, voilà. Ils vont réviser les champenois, non, d'habitude? Écoute, je sais pas. Non, il y a un lycée viticole, je sais pas. Il y a le BTS à Avise aussi. Il y a un BTS à Avise, oui. Absolument. Mais parce que mon père avait un très bon ami qui était le directeur de la chaire de Dijon d'œnologie. Et donc, il avait pas mal de copains bourguignons. Donc, il a envoyé son fils là-bas, je pense, parce que c'était intéressant. Et puis, c'est les mêmes cépages, hein, donc on est quand même très, très proches. Les champenois et les bourguignons apprécient beaucoup les vins parce que, voilà, je pense. Culture du terroir, culture de la parcelle. C'est ça, un petit peu. Et donc, mon frère a aussi fait ses stages en Bourgogne et a une approche aussi un peu parcellaire à la bourguignonne, travail des fûts, réintroduction des fûts, comme je t'ai montré. Voilà, petite cuve, exactement. Et voilà, un style, je sais pas si c'est vraiment très bourguignon. En tout cas, très attaché au terroir, effectivement. On essaye d'avoir des vins identitaires et qui ressemblent au pays d'où ils viennent, à la parcelle d'où ils viennent. Ça, c'est hyper important. Et on a des tellement beaux terroirs en plus que c'est vraiment une chance de pouvoir exprimer ce terroir. Est-ce que tu sais qui a inventé ce mot, terroir? Eh bien non. Eh bien, c'est Olivier de Serres, un grand agronome français qui a écrit un traité sur l'agronomie, sur l'agriculture, pardon,
donc l'agronomie en général, en 1600. Et donc c'est la première fois où on entend parler du mot terroir, qui est la contraction de territoire. Donc les 4 éléments, bien sûr, la terre, le soleil, le vent, la pluie, mais aussi le travail de l'homme, du vigneron. Donc c'est tout ça, le terroir. Il faut le comprendre. Et la dimension, on va dire, plus viticole du mot terroir, où le cépage rentre, etc., ça apparaît à ce moment-là? Ah, je sais pas, parce que bien sûr, les cépages s'adaptent à leur terroir. Et puis, ce sont les moines qui ont expérimenté tous ces différents cépages sur les différents terroirs. Et c'est pour ça que tu n'as que du Sauvignon à Sancerre, c'est pour ça que tu n'as que du Pinot Noir Chardonnay, un peu d'aligoté en Bourgogne. C'est eux qui ont expérimenté ça. Ils ont trouvé que c'était ces cépages-là qui étaient adaptés à ce sol-là, à ce climat-là. Et c'est pour ça que voilà, on n'utilise que certains cépages dans certaines régions. Bon, hyper intéressant. Ça nous fait un sacré parcours. Peut-être le premier truc, c'est les études. Tu m'as dit Polytechnique féminine. Ouais. Parce que alors Polytechnique, effectivement, c'est militaire. Enfin, c'est. Ouais. Mais donc là, c'est une école d'ingénieurs aussi. Voilà. Mais où il y avait que des femmes. Qui a été créée, cette école a été créée en 1925, alors que Polytechnique, c'est la meilleure école d'ingénieurs française. Qui est militaire, effectivement. Alors que cette école-là... ne l'est pas, ça dépend pas de... Ne l'est pas du tout, ça dépend pas de Polytechnique, c'est complètement différent. D'accord. C'est une école qui a été créée justement parce qu'il n'y avait pas de femmes, ou très très peu, dans les écoles d'ingénieurs à l'époque. Oui, wow. Il y en a pas beaucoup maintenant, mais ils essayent de faire accéder un peu les femmes à ces écoles-là. En plus, on manque d'ingénieurs en ce moment, donc on essaye d'inspirer toutes ces jeunes filles. Ça existe toujours, du coup? Ça existe toujours, okay, mais elle n'est plus entièrement féminine. En fait, en 95, je crois qu'ils l'ont rendue à mixité. Et donc, maintenant, il y a des garçons aussi. Mais je crois que c'est... Non, j'en suis sûre, c'est l'école d'ingénieurs avec le plus de femmes. Plus de 35%. Ouais. Ok. Et tu as donc un diplôme d'ingénierie des affaires? Ingénieur d'affaires. Voilà. Ingénieur d'affaires, ok. C'est une option que tu prends, tu sais, tu prends une majeure tes 2 dernières années et tu fais une option. Donc, il y avait, par exemple, data, ou tu avais aéronautique, mécanique. Moi, j'ai pris, en fait, ingénierie d'affaires, c'est pour les ingénieurs qui vont gérer des projets en général. Donc, il y a du management, il y a un peu de commercial. Voilà. C'est un peu plus global, moins spécialisé, on va dire. Oui. Mais comme Polytechnique classique aussi, c'est une école d'ingénieurs assez généraliste. Ouais, c'est vrai. Forme dans... Ouais, ok. Voilà, qui est plus coté. Voilà, nous, on est dans les... classe. Oui, et puis nous, on est une école, enfin l'EPF, c'est une école qui a prépa intégrée. C'est-à-dire que tu rentres après le bac, alors que l'X, donc Polytechnique, tu as 2 années de prépa avant. Ouais. Ok, hyper intéressant. Et de cette formation-là, avec le recul, c'est quoi les 2-3 choses que tu as gardées, ou alors finalement pas grand-chose? Tu penses en quoi ça a été constructif? Est-ce que ça a été constructif? Et qu'est-ce que tu en gardes? À part Paris, du coup. Ouais, à part d'être partie de chez moi, ben ça donne de la maturité déjà. C'est important, ouais. Rien que ça. Découverte de Paris. Je pense de la méthode de travail. Parce que même si on fait pas la prépa, on a une quantité d'informations que tu dois enregistrer, mémoriser, une quantité de travail. Et j'ai mon fils là qui fait une prépa. Ingénieur aussi, il suit les pas de ses 2 parents et donc il me dit mais c'est incroyable ce qu'on peut emmagasiner comme connaissance, comme information, et c'est certainement ce type de cerveau qu'il recherche pour ces écoles d'ingénieurs là, c'est la capacité à mémoriser et avoir des méthodes de travail justement pour être capable de faire ça et retranscrire. Il y a aussi une dimension aussi un peu logique, réflexion, qui est quand même évaluée. Le niveau de maths de prépa, par exemple, c'est quand même des niveaux où il suffit pas que de connaître
Il faut déjà bien connaître tous les théorèmes et savoir toutes les démonstrations pour ensuite, voilà, tu pars d'une hypothèse et tu fais une démonstration avec tes théorèmes. Bon, et puis il y a différentes, t'as l'algèbre, t'as les probas, t'as différents types de mathématiques Mais c'est sûr que la prépa, un gamin qui passe par la prépa et qui réussit, on va dire, ça atteste quand même une espèce de certitude que c'est quelqu'un qui est capable, pendant 2 ans, de à peu près faire que ça ou pas grand-chose d'autre, parce qu'en fait, le niveau d'exigence est tellement élevé que non, mais à part le sport et ça, c'est tout ce qu'il fait. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est pas très équilibré, mais ouais, ils doivent avoir une espèce d'hygiène de vie qui est chronométrée, le sommeil, bien manger, faire du sport et travailler. Si t'as pas les 4... tu peux pas y arriver, quoi. Il fait sa prépa à Lille. À Lille et en fait il est parti là-bas parce qu'il était accepté en internat et je lui dis si tu fais pas l'internat avec la prépa c'est même pas la peine, t'es trop sollicité avec tes copains, avec la vie de famille, avec tout ça, il faut que tu sois dans ta bulle, sinon c'est impossible. Et moi, j'ai découvert à Paris aussi les sorties, la fête, les soirées étudiantes. Là où allait le vin que produisait. Je sais pas si on buvait tant que ça de vin. C'était plutôt les spiritueux, là, à l'époque. Et pas toujours les meilleurs. Non, mais ça aussi, ça... Voilà, tu acquiers de la maturité rien qu'avec ça. Découverte de Paris, une nouvelle ambiance. Non, c'est chouette de partir un peu de chez soi. Ok. La découverte. Et puis, qu'est-ce que j'ai appris là-bas aussi, ce que j'ai gardé, c'est un réseau, en fait, de connaissances qui me sert toujours maintenant. Quand je voyage, j'ai des amis qui sont à l'étranger, qui sont partis, donc je les retrouve. Ça m'arrive parfois de démarcher dans un pays parce que j'ai une copine qui habite dans ce pays et je me dis, bon, alors comment je pourrais faire pour aller la voir? Ok. Et bon, ça marche. Alors, tu avances dans les études. Il arrive, c'était du coup pendant tes études, cet événement malheureux qui est donc le décès de ton papa ici. Alors, pas tout à fait ici. Toi, tu n'as pas grandi ici même, c'est ça? Alors, si, j'ai habité chez mes parents jusqu'à l'âge de 18 ans. Enfin, voilà. Tu vois, j'étais pensionnaire à Reims depuis la 6e jusqu'à la terminale, mais tu reviens tous les week-ends. Ouais. Donc... Mais pas sur la propriété ici. Non, effectivement, c'est mes grands-parents qui habitaient sur la propriété auparavant. Et donc, mes parents, enfin en tout cas ma maman, maintenant, habite toujours à 500 mètres d'ici, dans le village, dans le bas du village, à côté d'une vigne qui s'appelle les Hauts-Jardins et qui est celle dont on récolte les raisins pour faire Belemnita, celle qui a été plantée il y a presque 100 ans. Et quand tu es cette adolescente presque adulte là au lycée et tout, que tu rentres le week-end ici, tu participes un peu à aider, etc. Par choix, ou bof, on t'oblige un peu. Oui, ou alors t'es pas trop là, c'est comment? Bon, on n'a pas vraiment... Est-ce qu'on a le choix? Je sais pas. En tout cas, quand t'es voilà, une ado qui obéit à ses parents, bah tu fais ce qu'ils te disent. Hein. Donc, il y avait des clients à accueillir, donc on allait avec eux. Il y avait un salon pendant les vacances c'était les vacances de février pour nous. On faisait le salon de l'agriculture et j'allais pendant 10 jours nettoyer les verres sur le stand. Voilà, on se faisait un peu d'argent de poche. On était contents. Mais à un âge où à l'école on te dit de commencer à penser à ce que tu veux faire plus tard, ça arrive dans un coin de ta tête ou pas vraiment en fait? Pour mes parents, je pense qu'eux voulaient que je fasse commerce, mes frères plutôt vigne et vin, et voilà, c'était tout tracé. Ça paraît logique. Les filles, elles s'occupent des ventes et les garçons, ils s'occupent de la production. Voilà, donc c'est ça dans la mentalité de tous les vignerons, hein, je pense. Donc j'avais pas envie de faire ça. Je voulais échapper à mon destin et aller faire autre chose, quoi. Donc c'est pour ça que je suis allée faire mes études d'ingénieur. Mais sinon, juste avant le bac, c'était non, tu vas faire une école de commerce. C'est beaucoup plus logique. J'aurais peut-être dû. Ils avaient peut-être raison, puisque finalement, je me retrouvais à être commerciale. Ouais. Mais voilà, ça donne d'autres ouvertures d'esprit. Et c'était l'envie pas de s'extraire, mais d'aller faire autre chose que ce qu'on te dit de faire. Tu avais envie de ça pour un peu par rébellion, un peu pour pas faire ce que disaient les parents, ou parce que le boulot tel que tu le voyais
tu te disais, non, j'ai pas envie de faire ça? Ah oui, j'avais envie quand même de découvrir autre chose. J'avais l'impression de pas être sortie de chez moi. Oui. Donc, j'avais envie d'aller voir ailleurs. Et envie de voyager, envie de faire autre chose, vraiment. Alors, rébellion peut-être aussi un petit peu, mais aussi j'étais très bonne en maths. Donc pour moi, c'était pas logique d'aller faire du commerce alors que j'étais dans la logique. Moi, il fallait que 1 et 1 fassent 2 et j'étais matheuse concrète. Donc le français, tout ce qui était écriture, c'était vraiment pas mon dada. Je vois. Et comment, en fait, alors, ensuite, là, donc, tu rencontres ton futur mari. Pendant mon école d'ingénieur. Voilà, il est dans une autre école d'ingénieur, effectivement. Voilà. Lui, il a cette opportunité professionnelle, donc à Singapour, en Asie. Effectivement. Voilà. Et donc, là, t'as quel âge, là? Là, c'est en 96. On s'est mariés en 95. Et voilà. Et en fait... on part en 97, on attend la naissance de ma première fille pour partir. Donc on part, elle a 2 mois, vraiment. D'accord. Fin 97, exactement. Et on reste 3 ans à Singapour. Et arrivé là-bas, on se dit, en fait, moi, j'avais pas de travail, je connaissais personne, donc lui, voilà, il avait son travail tous les jours, et on s'est dit, bon, bah, c'est l'occasion de faire un 2e enfant. Donc ma première fille avait à peine 6 mois, j'étais déjà enceinte de la 2e. Et donc, elle est née là-bas. Et bon, là-bas, la vie est facile parce que t'es aidée. En fait, t'as du personnel à la maison. Donc, c'était l'idéal pour élever des petits. Mais j'ai envie de rencontrer des gens. J'ai envie de bouger. Donc, tout de suite, je rencontre... tous les contacts qu'on m'a donnés. Tu sais, quand tu pars en expatriation, on dit, tiens, tu devrais contacter une telle, elle habite là-bas depuis 2 ans, tu vas voir, et puis un tel. Et... Commence à nouer des contacts. Mais dans l'idée de trouver peut-être quelque chose dans ton domaine d'ingénierie, là? Ou déjà plus vraiment? Non, les contacts, c'était plus pour se faire des relations sur place, tu vois, avoir des amis et développer un peu... des relations sociales. Oui. Voilà, parce que quand t'as pas encore d'enfants à l'école, tu rencontres pas beaucoup de monde, en fait. T'as les collègues de ton mari, mais toi, en fait, comment tu fais ton réseau? Donc, avec les quelques contacts qu'on m'avait donnés, mes parents, des amis, tiens, appelle un tel, et voilà, c'est comme ça que tu commences à faire ton réseau, à sortir et découvrir certains milieux. Donc, ce qui est génial, c'est quand t'es expatrié, t'as pas d'a priori, tu connais personne, t'es prêt à rencontrer tout le monde, de tous les milieux, et dans l'image que tu donnes tu aussi, rencontres l'ambassadeur, tu rencontres des gens qui sont dans toutes sortes de métiers, et c'est hyper intéressant. Et j'ai encore beaucoup d'amis qui étaient expatriés avec moi à l'époque. Et ça ressemble à quoi Singapour à ce moment-là? C'est déjà tel qu'on le voit aujourd'hui Alors, je crois qu'il y a 2 fois plus d'habitants maintenant qu'à l'époque. Donc, ça s'est encore complètement changé. Mais déjà à notre époque... C'était mondial, c'était déjà mondial. C'était déjà très international. Ouais. Et tous ceux qui étaient basés à Singapour, dont nos amis, étaient des responsables de secteur, des responsables de zone, pour des marques, des entreprises, et donc voyageaient dans toute l'Asie. Et puis, quand tu es à Singapour, c'est une île, donc dès que tu as envie de passer un week-end, ne serait-ce qu'un week-end 2 jours, tu prends l'avion. Donc en fait, tu prends l'avion comme tu prends le train en France, et j'ai jamais autant voyagé en 3 ans. Je crois que j'ai découvert 20 pays. C'est incroyable parce que tout est hyper accessible, et puis voilà, en France, tu fais 2 heures de train, 3 heures de train, là-bas, tu fais 2 heures d'avion, 3 heures d'avion. Mais comme aux États-Unis. Tu voyages aussi facilement. Et ouais, la Malaisie et l'Indonésie, parce que c'est les 2 pays les plus près. Mais on a fait Vietnam, Laos, Cambodge, Thaïlande. Je suis allée en Chine plusieurs fois, au Japon, en Corée, fou à cette époque, parce Australie, la Nouvelle-Zélande. Ouais. Et le Vietnam et tout, c'était pas encore des pays hyper touristiques, quoi. C'était... Non, si, quand même. C'était déjà touristique, ouais. Okay. Mais forcément, 20 ans après, quand j'y retourne, ça a encore complètement changé, quoi. Mais
c'est magique à quel point, effectivement, les pays se développent. Là, Singapour, comme ça a changé, avec Marina Bay Sands, je sais pas si tu as vu, cette espèce de bateau qui est en forme d'immeuble et qui est avec des jardins magnifiques en bas. C'est vraiment assez... spectaculaire, ouais. Spectaculaire, Ouais, c'est ça. C'est ça, ok. Et donc ça marche, donc les petites grandissent, commencent à grandir. Et le retour ici, du coup, s'organise comment? Moi, j'avais pas du tout envie de rentrer parce que vraiment, je m'éclatais là-bas à rencontrer tout le monde, à distribuer notre champagne, à commencer à distribuer notre champagne, à faire des salons internationaux. Voilà, parce qu'il y a un moment, voilà. Donc moi, ça m'amuse pas du tout de rentrer et de C'est quoi le switch? quitter. C'est quoi le switch de je passe, je me fais des copains, j'ai mes enfants qui sont petits, je commence finalement petit à petit à bosser. Comment ça se passe? Bah, tu sais, c'est malgré toi, en fait. Tout ça, ça s'enclenche et donc les opportunités viennent parce que là-bas, tout le monde est en pleine effervescence, vraiment, quoi. Enfin, je sais pas, le business là-bas se développe hyper facilement. Ouais. Et puis, il y a beaucoup de Chinois. Les Chinois, c'est toujours business, quoi. Ils sont faits pour le commerce. C'est vraiment assez drôle, quoi, cette population. Non, j'ai beaucoup de plaisir. Moi, je voulais pas du tout rentrer. Ensuite, mon mari, en fonction des opportunités de carrière, a pu revenir. Et on se dit toujours, 3 ans, c'est déjà bien pour une expatriation. Donc, voilà, pour son job, c'était plus intéressant. Et moi, quand je rentre, c'est grosse déprime, hein. Tu quittes un pays où il fait beau tout le temps, il fait chaud, tu vis dehors avec le soleil. Le soir, t'es sur ta terrasse, il y a la piscine, il y a le tennis, tout plein d'activités dehors. Et tu dois rentrer en France. On est rentré en octobre, hein, si mes souvenirs sont bons. Et à 4 heures, il fait nuit. Donc, avec tes enfants, tu sais pas quoi faire, quoi. T'es à la maison, t'as pas d'activité. Alors que là-bas, on allait à la piscine du condominium. Tu sais, ces résidences où on est, ces grosses résidences avec plein de facilities et grosse déprime. Et puis, il faut que je retravaille. Donc, j'arrive pas à retravailler tout de suite dans le champagne. Je suis un peu déboussolée. Je travaille dans une petite boîte de généalogie. Je sais pas pourquoi j'atterris dans ce truc. Et puis À Paris? À Paris. Ouais, toujours à Paris. Et au final, je fais toujours les salons quand même. Et il y a des opportunités qui se développent. Et puis il faut vendre, hein. C'est une époque aussi. Il y a des années 2000 qui arrivent, donc là c'est un peu l'explosion, le boom du champagne. Donc en fait le travail du champagne me rattrape et donc il y a plein de travail et je me mets à aller un peu plus en Europe puisque comme je suis revenue ici, c'est plus difficile d'aller en Asie et d'aller voir mes clients asiatiques. Donc je commence à développer l'Europe et je commence par l'Allemagne parce que comme on est à l'est de la France, tu sais, en première langue, ici, on fait beaucoup allemand. Donc, tu as 2-3 bases. Donc, j'ai 2-3 bases en allemand. Chez mes parents qui avaient des très bons amis viticulteurs allemands en Moselle. Et on allait, dans notre jeunesse, 3 semaines l'été en Allemagne pour apprendre l'allemand. Et ensuite, les enfants de la famille venaient ici 3 semaines aussi. Donc, on a des très bons copains là-bas qui sont viticulteurs aussi maintenant. Et donc, j'ai encore une bonne base d'allemand. Donc j'ai commencé à aller en Allemagne pour exporter, effectivement. Puis après, tous les pays limitrophes, la vieille Europe, évidemment. L'Italie, qui a un gros marché, l'Angleterre. Et voilà, on trouve des contacts par les salons, par d'autres copains viticulteurs, par des opportunités diverses et variées. Et à ce moment-là, quand tu commences à prendre en main le commerce France-Europe du domaine, ton frangin, il est déjà revenu ici? Oui, on est revenus ensemble en 93, en fait. Oui, d'accord. Ouais. Lui, en fait, il a terminé ses études, je crois, en 92. Il a dû faire une année d'armée, tu sais. À l'époque, il y avait encore l'armée. Mais il a fait un peu plus tout droit. Il a moins pris de chemin de traverse, lui, avant de revenir ici. C'est sûr. Et donc, en 93, nos premières vendanges. Non, lui, il avait dû faire une première vendange en 90, l'année où mon père est décédé, en fait. Ouais. Voilà.
Et ouais. Donc, finalement, oui, vous étiez assez jeune. Il était encore plus jeune. C'est un petit frère, du coup, de ce que je... Non, c'est mon frère aîné. Ah, c'est ton frère Il aîné? a 1 an de plus. On a 13 mois d'écart. Ok. Ouais, les enfants sont rapprochés aussi, du coup. C'est ça. C'est ça. Et oui, mais une transmission, du coup, finalement, brutale, quoi. Il a jamais travaillé. On n'a jamais travaillé avec notre père, en fait. C'est ça. Donc, nous, on a tout appris sur le tas, lui aussi, c'est certain. Et je dirais qu'on a bien mis 10 ans, l'un comme l'autre, lui à connaître bien ses parcelles, à savoir quel style de vin il voulait faire. Et puis moi, pour m'orienter au niveau commerce, tu vois, c'est en fonction des opportunités, des voyages, de la vie. Effectivement, tu mets un certain temps à connaître, à avoir une vue un peu globale, à prendre du recul et te dire, voilà, c'est ce style de vin que j'aime bien. Parce que pour savoir ce que tu veux faire comme vin, il faut déjà te connaître toi-même. Donc, ton palais, il faut apprendre à déguster, avoir un peu d'expérience, un peu de recul. Il y a d'autres vignerons là qui vous, enfin pas qui vous ont encadré, mais qui vous ont inspiré, à qui vous alliez poser des questions quand vous aviez des questions. Mon frère a fait partie de la confrérie des Chevaliers de l'Arc, la confrérie des vignerons du Ménil. Donc, il fréquentait forcément beaucoup de vignerons, mais il a encore beaucoup de copains aussi qui sont vignerons, même la famille, des cousins. Et donc, je pense que c'est un peu tout le monde qui t'inspire sans avoir de mentor très précis. Forcément, tu t'inspires des gens qui sont autour de toi, ou même de ce qu'ont fait nos parents, nos grands-parents. Tu as quand même une bonne bibliothèque de vin dans la cave. Donc ça, c'est déjà une bonne base aussi. Tu essayes de comprendre ce qu'ils faisaient à l'époque, pourquoi ils ont choisi ces parcelles-là, pourquoi ils ont choisi ces dosages-là aussi à l'époque. Tu sais qu'on dosait beaucoup plus. Quand on goûte les vins maintenant qui étaient très dosés, ça nous est arrivé là de récupérer des champagnes de clients qui se disent « Tiens, j'ai récupéré des bouteilles qui étaient dans la cave de mon oncle ou de ma grand-mère. » C'est des vins qui ont 50 ans, 60 ans, qui ont été dégorgés il y a une quarantaine d'années et en fait qui sont encore très frais. C'est assez incroyable, malgré le dosage qu'il y avait. Donc en fait, là on dose de moins en moins, mais finalement on se dit est-ce que dans le temps les vins ils vieilliront aussi bien? En fait, on ne sait pas, on n'a pas assez de recul. Nous, les vins qu'on a dans la cave, ils sont pas dégorgés, donc c'est totalement différent. Ils n'ont pas eu l'oxydation qu'il y a au moment du dégorgement, tu sais, où ça dure peut-être 20 secondes, mais il y a quand même de l'air neuf qui est rentré dans la bouteille, qui fait qu'il y a un compte à rebours qui commence. Et comment tu dirais, tu as parlé de doser un peu moins, c'est quoi quand tu dis construire son style, construire ce que vous avez envie de faire comme vin, comment tu décrirais ça plutôt sur cette période du début, là, quand vous vous lancez, c'est quoi les objectifs en vigne et en cave, quoi, c'est de fabriquer quoi? Déjà, t'as pas envie de décevoir. Donc, t'as pas envie de décevoir tes clients. Il y avait un style avant, donc tu te dis, moi, finalement, j'aime ce type de vin parce que au palais, c'est ce qui me plaît. On buvait des vins, tu sais, quand tu vas goûter tes vins clairs, ils ont tellement d'acidité. Nous, les vins du Ménil ont tellement de fraîcheur qu'on se dit, c'est quand même pas facile d'accès pour n'importe quel palais. Donc heureusement, on a des vignes qui sont dans différents terroirs, donc ça nous permet d'avoir une palette aromatique qui avec les assemblages finalement, est plus accessible. Et je me souviens que les dosages de mon père rendaient les vins assez vineux et qu'on a eu un moment où on s'est dit non, il faut qu'on arrête de faire ce dosage. Alors c'était un dosage avec du vieux vin et du sucre qu'on faisait nous-mêmes. Et c'était du sucre de canne, comme la plupart des vignerons. Ça, c'est très classique. Chacun fait son propre dosage, sa propre liqueur d'expédition, en fait. Et ça donnait un goût de vieux vin, qui était un style, mais on n'a plus adhéré à ça. Et d'ailleurs, nous, on utilise des MCR, mous concentrés rectifiés, donc c'est des sucres de raisin et pas du sucre de canne et du vieux vin. Et d'ailleurs, déjà parce que c'est plus facile à conserver,
Et puis, et donc, du coup, en fait, c'est toujours le même dosage. Alors que du vieux vin que tu conserves chez toi, des fois, ça évolue plus ou moins bien. Donc, ça donne des goûts de rancio, tu vois. Je sais pas si tu comprends ce que ça fait, mais nous, on préférait les vins vifs, francs, tu vois, un petit peu plus aériens et moins chapeautés par ce côté dosage qui les éteignait peut-être. Ouais. Tu vois, Et peut-être qu'aujourd'hui, la Côte des Blancs, c'est ce qui fait un peu son identité aujourd'hui. C'était le cas aussi à ce moment-là autour de vous ou... certainement. Ouais. Certainement aussi. Ça a évolué et on entend aussi beaucoup que maintenant les vignerons prennent quand même du MCR, pas mal. Mais pas tout le monde. Pas tout le monde. Chacun, c'est normal, hein, ses petits secrets de fabrication et s'adapte. Et sur la partie dont tu t'occupes, la partie commerciale, tu récupères aussi alors une clientèle, tu disais, très composée de particuliers. Donc des gens qui venaient ici en fait au domaine Beaucoup. chercher du vin, voilà, donc tu récupères tout ça. Oui, parce que mes parents, ils avaient passé leur week-end sur des salons de particuliers dans toute la France, donc forcément, on avait un vivier de clients qui étaient vraiment des particuliers, hein, et qui venaient au domaine, qui venaient visiter. Tous les week-ends, il y avait du monde, voilà. Et comment tu fais? Toi, tu fais le choix de réorienter un petit peu ça vers une clientèle plus professionnelle? Voilà, alors plus importateur, je dirais, que professionnel français. Okay. J'ai eu quelques déboires, enfin, en tout cas quelques refus de la belle sommellerie parisienne. Et quand tu te prends quelques portes, t'as moins le courage d'y retourner. Donc, et j'avais eu plus de succès finalement d'aller voir des importateurs assez loin. Alors, grâce à l'expérience que j'avais eue à Singapour, bien sûr, mais finalement, d'aller au Japon ou aux États-Unis, t'attires plus la curiosité parce que il n'y avait pas beaucoup de vignerons il y a 30 ans qui allaient comme ça prendre son bâton de pèlerin et aller chercher des clients à l'autre bout du monde. Et puis, honnêtement, t'as l'impression de plus briller quand tu dis je viens du Mesnil-sur-Oger, un importateur au Japon, que quand tu vas dans un restaurant à Paris, quoi. Ou tu disais à cette époque-là, pareil, je pense que ça a quand même un peu changé aujourd'hui, mais où tu disais qu'à cette époque-là, justement, ce Paris gastronomique et les sommeliers de Paris étaient très attirés plutôt par les champagnes du coup de grandes maisons. Mais actuellement, en fait, les sommeliers sont plus curieux, ils prennent plus de risques pour les champagnes qu'à l'époque. Peut-être parce que ils faisaient déjà ce genre de travail pour les vins, et il y avait une grande diversité sur leur carte des vins tranquilles. Mais sur les champagnes, c'était pas tellement... Et puis en fait, ils se disaient, finalement, les grandes marques, ça se vend tout seul, il n'y aurait pas de travail à faire, on a déjà bien assez sur les vins tranquilles, donc gardons les grandes marques. Et peut-être par facilité, et puis parce que les vignerons n'étaient peut-être pas aussi... ils sortaient pas à l'époque autant que maintenant. La diversité champenoise était moins claire que maintenant. Peut-être grâce à la communication des champagnes de vignerons, je sais pas, mais parce qu'avec des jeunes vignerons, une génération de jeunes vignerons qui ressort et qui... mais la sommellerie aussi, les sommeliers sont peut-être plus curieux, font aussi ce travail en Champagne. La Champagne a peut-être fait un travail d'authenticité et voilà, de sincérité que ces dernières 10-20 ans, parce qu'il y a 40 ans, est-ce que tu allais chercher ton champagne chez le vigneron, à moins de connaître le voisin, du copain, du beau-frère, de la belle-sœur? Sinon, voilà, tu allais prendre la grande marque chez le caviste et voilà, tu te posais pas de questions. Et tu avais confiance parce qu'en fait, c'était une grande marque, donc tu suis la marque. Normal, elle communique beaucoup, elle investit beaucoup et toi, tu réponds, quoi. C'est le marché classique. Ouais. Et tu disais tout à l'heure aussi dans une période où à l'international, en plus, voilà, le champagne
explose en fait en demande. Et où ça, tu l'as vraiment ressenti. Ah oui, les années 2000, on a vendu en une année, on a vendu le double d'une année normale. Ça, c'était... Et c'était quel vin que tu vendais? Du coup, c'était le vin des particuliers ici, où ils venaient, il y avait plus de vin? C'était en l'an 2000. Ça faisait une petite dizaine d'années que mon père était décédé en 93. Donc, ça faisait... Non, 90, ça faisait déjà 10 ans que mon père était décédé. Donc, c'était déjà nos vins à nous. Et mais on n'avait pas créé toutes ces cuvées. On avait que 4 ou 5 cuvées. On avait assemblage, réserve, rosé. On n'avait pas le zéro dosage. On n'avait pas le roi soleil. On n'avait pas les deux terres. Et on avait le millésime. Voilà. Oui. Non, ce que je voulais dire, c'était plus ici, du coup, les particuliers qui venaient, il y avait moins de vin, du coup, si toi, tu le vendais à l'étranger. Bah oui, mais en même temps, tu sais, les particuliers, si tu les sollicites pas tout le temps, ils sont très volatiles. Oui, le fait de ne plus aller en salon, finalement, ça vous a fait perdre naturellement plus ou moins cette partie clientèle. Le particulier, alors, il y a les particuliers fidèles qu'on a depuis plusieurs générations, parce que c'est le champagne de la famille, du mariage, du baptême, mais il y a le particulier qui, chaque année, a envie de découvrir un autre vigneron. Et je le comprends. C'est ça aussi la Champagne, la diversité. Donc ceux-là, tu les perds. Et donc il faut chaque année aller rechercher des clients. Voilà, si tu veux avoir c'est l'éternel recommencement. Le particulier, tu es tout le temps obligé d'aller chercher. Alors que l'importateur, il est extrêmement fidèle, il a investi dans ta marque, donc il commercialise ta marque. Et lui, il va rester fidèle pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. J'ai un client en Belgique qui était déjà client de mon père. Donc ça fait 35 ans, ouais. Et c'est quoi le marché sur lequel tu t'es le plus éclaté là, à ce moment-là à cette époque-là, je dirais l'Asie, certainement. Maintenant, je te dirais les États-Unis. Parce que j'ai eu une autre période où j'étais tellement nostalgique de cette expatriation que je me suis toujours dit, mais il faut que je reparte en expatriation, il faut que je reparte. Et donc, je suis partie 2 ans à Miami. D'accord. Voilà. Et là, je me suis vraiment éclatée à visiter chaque État des États-Unis pour aller faire mon trou, aller voir les distributeurs. Avec famille et tout Alors, bon, il y a eu une autre étape, c'est que mon mari est décédé à 39 ans. Et donc, moi, j'en avais 37. D'une maladie, la maladie de Charcot, voilà, qui est une maladie vraiment pas drôle parce que tu sais que tu auras une échéance qui va arriver assez vite, voilà. Et donc après j'étais toute seule, mais ça m'a pas empêchée de voyager. J'ai eu pendant des années des jeunes filles au pair à la maison qui me permettaient de partir et une famille aussi qui m'a beaucoup soutenue et qui m'aidait quand je partais en voyage. Mais en tout cas, toutes ces années-là, je me suis dit un jour, il faut que je reparte. Et puis, j'ai une fille qui est partie aux États-Unis une année entre la seconde et la première. Et je me suis dit, ça y est, c'est fini. Je pourrais plus repartir avec mes 3 enfants finalement, parce qu'elle est déjà partie. Elle ne voudra plus jamais repartir. Et donc après, ma deuxième fille, elle avait une année derrière, donc elle était en seconde. Je me suis dit, il faut que je parte l'année prochaine, sinon c'est foutu. Donc elle va faire sa première et sa terminale, après elle partira faire ses études. Donc au moins 2 années, là c'est ta dernière année, Chantal, il faut absolument que tu trouves une opportunité. Et donc je me souviens, le 31 décembre, je me suis dit, il faut que je parte l'année, à la rentrée prochaine, il faut que j'habite ailleurs. Et donc, le marché le plus intéressant à l'époque, c'était donc en 2014. C'était pas la meilleure période. On trouvait que les États-Unis, c'était quand même ultra dynamique. Bon, ça l'est toujours, évidemment. Et je me suis dit, c'est les US, c'est le plus gros marché et on n'est pas assez présent. Donc, il faut absolument que j'aille là-bas. Et moi, je suis vraiment... c'est vraiment mon plus grand plaisir. Je suis une commerciale qui s'appelle une chasseuse. Tu sais, tu as les chasseurs et les éleveurs. Donc les chasseurs, c'est ceux qui ont toujours envie de prospecter. Les éleveurs, c'est ceux qui élèvent les clients et qui les conservent pendant des années. Moi, mon truc, c'est vraiment prospecter. Donc voilà, je me suis dit, il faut que j'y aille. Donc
Comment font faire? Allez, on fait une demande de visa. Je vais créer une entreprise là-bas. Et je suis allée à l'ambassade américaine. J'ai fait ma demande de visa. J'ai pris mes 2 enfants les plus jeunes. On est allés ensemble faire la demande de visa. Et j'ai eu mon visa B1, B2. Et voilà, c'était parti. Donc, trouver des écoles, etc. Je voulais absolument aller à New York. Mais New York, c'est ce qu'il y a de plus cher au niveau des écoles pour se loger. Donc là, le budget, en fait, de 100, c'était, je sais pas, 500, 5 fois plus. Ouais. Donc, impossible. Donc, je descendais au fur et à mesure. Je me suis dit, bon, alors Philadelphie, Washington, Miami. Ah ouais, c'est sympa, il fait beau aussi à Miami. Et pour le même prix, la location d'un appartement à New York, j'avais la même chose, une grande maison avec piscine à Miami. Je me suis dit, ah bah super, en fait, c'est ça que je veux comme vie. Ouais. Bah, j'ai écouté des podcasts sur des expats à New York, c'est un délire, c'est un autre monde. Ok, trop bien. Et alors, chasseuse, donc ça veut dire, tu arrives aux États-Unis, bon, tu t'occupes de tes enfants, leur trouver des écoles, etc. Et ensuite, les États-Unis, c'est un continent. Ouais. Donc, ça veut dire quoi, en fait, chasser? Tu recrutes des gens qui vont te représenter dans les États. En fait, à l'époque, j'ai déjà un importateur qui est basé à New York. Et je passe par lui. Donc, tout ce que je fais, c'est par lui. Donc, je voulais être à New York, puisque être avec lui, tu vois, et c'était plus facile. Mais bon, pour des raisons financières, je me retrouve à Miami. Bon. Et comble de chance, je trouve une école publique, t'imagines, gratuite pour mes enfants, où il y a un programme français. Elle va passer le bac français, le bac américain et le bac français. Donc là, c'était top. Et j'arrive là-bas, et en fait, mon job, finalement, c'était de travailler pour mon importateur. Donc je partais le lundi dans un État, j'allais travailler avec le distributeur local, parce que dans chaque État, tu as un distributeur différent. Bon, parfois, il y a des distributeurs qui ont des entreprises dans chaque État, mais bon, c'est plutôt assez rare parce que en tant que vigneron, tu cherches plutôt à avoir des distributeurs dans lesquels ton vin n'est pas perdu dans le portfolio, dans le catalogue. Donc, tu cherches quelqu'un qui va s'occuper de toi, qui est pas trop gros, quelque chose de familial, un peu comme toi, tu vois, qui va avoir la même sensibilité. Donc, on cherchait ensemble un distributeur qui nous convenait. Je partais le lundi et donc mardi, mercredi, jeudi, j'étais avec eux, la petite valise, les échantillons et les rendez-vous toute la journée, sommelier, caviste, soirée, dîner avec des particuliers ou dans des clubs de dégustation ou dans toutes sortes d'endroits pour faire la promotion de mon champagne. En fait, j'étais ambassadrice. Incroyable. J'avais pas de bouteille avec moi que, tu vois, chez moi à Miami, en fait. J'étais à chaque fois chez le distributeur et j'étais en support pour distribuer mon champagne. Voilà. Et donc, au final, j'étais dans 22 États. Et New York, c'était mon plus gros marché. Et je sais plus, on vendait 1000 caisses, ça faisait 12 000 bouteilles. Donc, c'était pas mal pour un petit vigneron là-bas à l'époque. Et pareil... dans le côté, les États-Unis, c'est grand. Enfin, j'imagine qu'en termes de vente, là, on acquiert un niveau de compétence parce que l'Américain que tu croises à New York et l'Américain que tu croises au Texas, on n'est pas tout à fait sur finalement la même culture. C'est sûr, mais c'est comme l'espagnol et le finlandais. Ouais. C'est la même différence. En fait, chaque État est un pays différent, avec une culture différente, d'ailleurs des accents différents. Et une consommation aussi différente. Et vraiment, tu as l'impression d'être dans des pays différents. Et le champagne, à ce moment-là, la marque champagne, ça existe quand même déjà, c'est connu. Tu leur dis champagne, ils savent ce que c'est la plupart, ou c'est un peu quand même le début à certains endroits? Alors, tu sais, aux États-Unis, ils ont fait passer une loi qui dit que les appellations ne sont pas défendables. C'est-à-dire que le mot champagne n'est pas déposé. Il peut être utilisé par n'importe qui. Donc ils l'avaient utilisé pour... Donc ils l'ont utilisé. Il y a encore, même actuellement, du Californian Champagne. Il n'y a pas de souci. Ou même du Chablis, ou même du Bordeaux. Bordeaux Blend, ça ne les dérange pas du tout. Alors, d'ailleurs, le CIVC, le comité champagne, avait organisé une campagne de pub
à l'époque pour sensibiliser les Américains et leur dire, voyez par exemple des oranges de Floride, vous attendez à ce qu'elles viennent de Floride. Le saumon d'Alaska, vous attendez à ce qu'il vienne d'Alaska. Eh bien le champagne, il vient de Champagne. C'est une région et c'est l'appellation d'origine. Donc ça permet de sensibiliser d'une autre façon et de ce que les consommateurs tiennent à ce que leur champagne vienne de la Champagne. Voilà. Mais il faudrait recommencer, parce que honnêtement... Ouais, donc en fait, tu t'attaques à un truc où... Bon, évidemment, le caviste, le restaurateur, lui, il sait, il connaît la différence, c'est son métier. Mais bon, lui, il doit t'expliquer des fois qu'en fait, son client à lui... il a l'habitude de boire du champagne. C'est son travail, en fait. C'est un travail d'éducation et c'est ce que je fais encore tous les jours. Éduquer le particulier, éduquer les consommateurs pour leur dire que le champagne ne vient que de la Champagne. Mais on fait ça même en France. Enfin, on fait ça partout. C'est la base et il faut encore le dire et le redire. C'est vrai. Ok. Et donc, tu reviens ici 2016-2017, par là? Alors, donc, je pars en 2014, août 2015. En août 2015. Et je reviens en juin 2017. Donc, pile 2 ans, en fait, les 2 années scolaires. Donc, entrecoupées de salons, Vinexpo, Provine. Enfin, il y avait encore toute l'activité ici, quoi. Donc, je revenais quand même pas mal. Donc, avec une jeune fille au pair encore là-bas pour s'occuper de tout ça. Donc... je sais pas, je crois que j'ai fait 15 années de jeune fille au pair, de toutes les nationalités de la Terre. Mais, et c'est pareil, c'était formidable dans le sens où mes enfants ont découvert différentes cultures. Et elle parle, du coup, elle parle anglais, évidemment. Anglais, français, ça dépend. J'ai eu des Espagnols, des Allemands, des Polonaises, j'ai eu de tout. Enfin, aux États-Unis, non. Ici, en France, oui. Mais aux États-Unis, j'ai eu une Canadienne, j'ai eu une Belge, j'ai eu une Française. Voilà. Et ouais, mes enfants étaient habitués à avoir différentes cultures. Et aussi, j'ai voulu m'expatrier justement pour qu'ils connaissent une autre culture. Moi, j'avais trouvé ça tellement formidable à l'époque que je tenais à ce qu'ils apprennent l'anglais aussi. Voilà, parler couramment anglais, ça me paraissait évident. Et puis, qu'ils découvrent d'autres cultures. Et puis, la vie à Miami s'est avérée fantastique parce que, à nouveau, tu vis dehors. Les gens sont hyper enthousiastes, comme des Américains. Mais bon, Miami, c'est une ville à 80% sud-américaine. Donc j'ai amélioré mon espagnol aussi. et non, il y a une vibration, une énergie dans cette ville. Et puis quand tu débarques de l'avion, tu viens de France en hiver, tout est gris, tu sais, il n'y a pas de feuilles aux arbres, tu arrives là-bas, le ciel est bleu, il y a des palmiers tout verts. Donc il y a ces couleurs qui te donnent une énergie, une puissance qui je trouve qui est tellement stimulante. Et tu reviens en étant contente de revenir ou... Non, je serais bien restée encore la un dépression, peu... comme le retour de... Non, j'ai pas eu la même dépression que... Le retour de Singapour. Ouais, c'est vrai. Je sais pas, un atterrissage peut-être plus en douceur. Alors, je reviens qu'avec un seul enfant parce que ma deuxième fille part étudier au Canada, à Concordia. Et d'ailleurs, elle y est toujours, ça fait 7 ans. Et elle est amoureuse d'un Québécois. Donc, elle s'est drôlement bien adaptée à une nouvelle culture. Finalement, c'est réussi. Et toujours stimulée par l'activité champagne, j'ai pas eu cette sensation de déprime. Mais on a l'impression qu'on travaille de plus en plus, que tout est de plus en plus compliqué. L'administratif, qu'est-ce qu'on passe comme temps à faire de l'administratif? Je trouve que c'est quand même un problème en France. C'est quand même beaucoup plus simple là-bas. Ouais. Quand on a bossé aux États-Unis, c'est ce que j'allais dire. Quand tu vois à quel point tu crées une entreprise en 5 minutes et que tout fonctionne très bien, quoi. Ok. Et du coup, alors depuis ton travail, maintenant il a fallu que, je sais pas, tu t'es fait remplacer là-bas, tu coordonnes des forces commerciales maintenant qui sont
Alors, Comment ça évolue du coup effectivement, là sur les 7-8 alors dernières entre-temps, années? tout ça a changé. Mon importateur a changé depuis. Parce que j'avais un importateur fédéral qui s'occupait de tous les États et donc il a fait faillite. Et du coup, j'ai dû retrouver un autre importateur et là, j'ai pris la décision de prendre des importateurs locaux qui étaient donc à Miami, j'ai pris un importateur distributeur qui faisait les deux. J'ai un autre importateur qui était anciennement chez mon importateur et qui a créé sa propre boîte. voilà, c'est ça, mais plus petit en fait. J'ai appris aussi à travailler avec des entreprises plus petites à ma taille et il y a un dialogue qui est beaucoup plus clair aussi, beaucoup plus sincère. Il faut pas avoir de il faut travailler avec des gens qui sont à peu près de la même taille que soi-même. Ça permet d'avoir des discussions beaucoup plus claires, je trouve. Et donc cet importateur fait à peu près à nouveau une vingtaine d'États là actuellement. Et puis j'en ai d'autres qui sont plus ciblés sur des marchés plus spécifiques. Et du coup, toi, un petit peu moins, un petit peu moins les mains dans le travail de vente directe depuis. Ton travail il a un peu changé. Tu as un travail un peu plus de coordination ou tu reprends des marchés ici que tu vas avoir directement Bah, t'as raison, je suis plus dans la coordination. C'est pas mon dada et l'administratif. C'est pour ça qu'on est en train d'essayer de recruter une comptable en interne parce que c'est tellement de paperasse. En fait, tu te noies là-dedans et je fais plus ce que j'aime. En fait, prospecter, le commercial, j'arrive même plus à faire ça. Donc, c'est hyper dommage. Bon, après, il faut savoir s'entourer hein, et puis savoir déléguer. C'est pas toujours facile. Mais, ouais, bon, ça va, j'ai des super assistantes. Donc, Et le marché français depuis que tu es revenu? Ça a quand même un peu évolué. Alors oui. Vous avez réussi à essayer, et si essayer, réussi à le repénétrer un petit peu plus ou... C'est vrai. On a un commercial maison qui est en Champagne, qui va un peu sur Paris. J'ai des agents dans différentes régions, Provence-Alpes-Côte d'Azur, la région lyonnaise, dans le Nord, en Bretagne. Tu vois, on essaye quand même d'avoir des relais qui sont au plus près du marché parce que finalement, cavistes et restaurateurs, si tu vas pas les voir régulièrement, surtout pour le champagne, je trouve, c'est pareil, ils ont envie de découverte. Donc, puis ils sont sollicités, quoi. Champagne, il y a Mais du monde. Et c'est ça, il faut être au plus près de ta clientèle. C'est normal, il faut les suivre, sinon ils travaillent avec ceux qui viennent les voir. Tout à fait normal. Et j'aime bien encore aller faire, tu sais, une petite tournée avec mes agents, leur donner le discours, transmettre les bons mots pour qu'ils comprennent aussi et que eux-mêmes derrière transmettent aux clients. Ça, c'est la passation des mots, c'est hyper important. Et j'aime bien faire ça. La petite valise et hop, tu pars avec tes échantillons, faire découvrir. Bon, t'as 6 rendez-vous dans la journée, t'es un peu vanné, t'es 20 aussi d'ailleurs, mais c'est enthousiasmant et ça te donne plein d'énergie en fait. Tu rencontres énormément de monde. J'ai toujours cette curiosité de rencontrer les gens. J'aime bien les gens. Tu t'intéresses aux gens et c'est des gens formidables aussi et tous passionnés. Donc c'est ça qui est extraordinaire. Et le fait d'être ici, peut-être aussi, justement, tu travailles d'ici, le lieu où c'est produit. Peut-être que tu as pris aussi une place, on parlait tout à l'heure des créations de cuvées, de tout ça. Peut-être que tu as pris une place aussi un petit peu plus importante ici. Alors, localement. J'ai beaucoup de plaisir aussi à m'occuper des vignes. Ça, c'est assez récent. Depuis 2020, je m'occupe des vignes de Mongueux. Où on a 7 hectares quand même. Et j'ai commencé la biodynamie il y a 2 ans. Vraiment... Face nord. Face nord. Face nord de l'Everest pour commencer, quoi. Ouais, c'est ça. Remarque, 2023, non, c'était la face sud. Ouais. Et 2024, la face nord. Et j'ai recruté aussi une super équipe. Donc, c'est eux aussi qui te portent quelque part parce qu'ils sont motivés. Donc, tu leur donnes aussi ce dont ils ont besoin pour travailler. Donc voilà, j'ai investi dans un nouveau tracteur, dans un nouveau chenillard parce qu'on a des vignes hyper en pente. Il y en a une à 42%, donc tout est à la main.
Faut trouver des... Voilà, on a enherbé. Et puis, la biodynamie, c'est une autre approche où tu as l'impression d'être plus près de tes vignes, plus près de tes pieds de vigne, plus près de ta terre, plus près de... Ouais. D'où ça vient l'idée d'avoir envie de faire de la biodynamie ? Parce que j'ai un salarié qui a eu un cancer. Et donc, bon, peut-être qu'il n'y a pas que les produits phyto. Mais on peut pas le nier, ça a dû faire quelque chose. Donc tu te dis, tu peux pas continuer comme ça, quoi. C'est pas possible, il faut faire quelque chose. Et puis, t'as envie de choyer tes vignes. Donc, en fait, il faut s'en occuper. C'est tous ces produits de synthèse alors, on avait déjà une culture raisonnée, donc c'était pas complètement. Et puis depuis 2011, depuis qu'on a créé les cuvées terre, donc on met plus d'herbicides, on laboure nos vignes, donc voilà, plus d'insecticides non plus, puisque on est en confusion sexuelle. Tu sais, on met les racks, donc ça oui, il y avait déjà... une démarche qui était voilà. Mais la biodynamie, en fait, t'as l'impression... Parce qu'en fait, le bio, tu mets que du cuivre et du soufre. Point. Terminé. Tu peux rien faire d'autre. J'avais l'impression que avec les tisanes et dynamiser l'eau, tu apportes quand même quelque chose de différent et tu transmets un message qui apporte une énergie différente. T'as l'impression que tu vas réveiller tes vignes. Et bon, je peux pas dire que j'ai constaté là en 2 ans une métamorphose de mes vignes, surtout avec l'année 2024, c'était plutôt triste. Mais quoique, celle à 42%, c'était incroyable, les plus beaux raisins de la terre, et elle a jamais autant produit. Donc tu te dis pourquoi. Alors 42%, forcément l'année où il pleut, ouais. Tu te poses moins de questions. Et puis au chenillard, t'es aussi plus ciblé quand même. Donc c'est certainement grâce à ça. Mais voilà, la biodynamie est une autre approche. Après, l'influence des planètes, certainement aussi. Honnêtement, l'année dernière, avec la pluie qu'il y a eu, il y avait pas de pluie là. Ce jour-là, t'y vas, même si c'est pas le bon jour, tu te poses pas la question parce qu'en fait, il y avait tellement peu de jours où tu pouvais sortir qu'il fallait pas traîner. Et Pierre, il se situe comment dans cette démarche-là ? Lui, il pense que aussi il faut mettre moins de produits, donc c'est hyper raisonné. Il a aussi une partie bio. Comme on a, je t'ai expliqué tout à l'heure, différents sites d'exploitation, donc c'est pas évident parce qu'il faut trouver la bonne équipe qui va comprendre ce que tu veux faire pour pouvoir travailler comme tu l'entends. Or, en ce moment, c'est hyper difficile de recruter des gens qui travaillent les vignes. Donc moi, j'ai la chance, j'ai pu trouver les 3 personnes qui travaillent dans mon équipe là, pour les 7 hectares qui comprennent ça. Surtout ton tractoriste, en fait, parce que c'est lui qui va les traiter. Mais il n'a pas toujours trouvé parce qu'il fallait, donc il y a un endroit où il y a un prestataire et voilà, d'autres où il a trouvé quand même une bonne équipe, mais voilà, il a une approche très raisonnée, pareil, pas d'insecticides, pas d'herbicides, on laboure. La biodynamie, j'ai l'impression, j'ai pas les chiffres, j'aurais dû regarder, que ça peut être un peu moins pénétré les façons de travailler en Champagne qu'ailleurs. Je me suis pas trop renseignée en fait. J'ai fait ça un peu toute seule. J'ai fait je suis allée chez les Oriot, tu sais, dans l'Aube, là, au Risset, pour faire cette formation. Il y avait un autre champenois, là, le fils Larmandier, qui était là aussi. Ça se développe sûrement, mais en ce moment, avec l'année 2024, c'est plutôt... je sais pas la biodynamie, mais la bio, en tout cas, il y a des vignerons qui disent qu'ils abandonnent. Faut peut-être... Oui, on en parlait, j'ai enregistré avec Stéphane Robert, la Ronde Nord, on parlait de ça, on parlait
du cahier des charges un peu des fois strict et en tout cas qui ne prend pas en compte les contraintes à la fois locales au niveau géographique Bah non. et contemporaines d'une année, de ce qui se passe pendant une année. Il n'est pas déformable, alors que voilà, il y a un moment donné où il y a des années très compliquées où c'est difficile en fait et où peut-être on fait plus de mal que de bien à passer tous les 3 jours C'est clair. du cuivre quoi. Donc bon. C'est clair, et c'est pour ça qu'il y en a qui peut-être faisaient bio avant et qui maintenant, quand il y a trop de pression avec le mildiou, bah, tu mets une fois un petit produit de synthèse, un petit peu pénétrant et pas un produit de contact comme le cuivre, juste la bouillie bordelaise et du soufre. Voilà, et peut-être que effectivement, au lieu de faire 5 traitements, 5 passages avec ton tracteur et de mettre du cuivre, du soufre, un produit qui est un produit pénétrant, bah ça fait peut-être moins de mal au final que autant de passages. Il y a certaines années, certainement. Voilà. Du moment que tu es raisonné, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des vignerons qui soient aussi à la vigne pour s'en occuper. Parce qu'en fait, c'est aussi le problème maintenant, c'est qu'il y a de moins en moins de vignerons qui veulent s'en occuper. Alors, forcément, c'est des prestataires et eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font un peu du systématique, quoi. Et ça, c'est moins bon. Maintenant, en fait, c'est peut-être le regret, c'est que il y a de moins en moins de vignerons qui s'occupent de leurs vignes. Et il y a des prestataires, mais dans les maisons aussi. Enfin, c'est pas que les vignerons, c'est tout, négociant, tout confondu. Donc, t'as quelqu'un qui est propriétaire de la vigne. La vigne, elle est louée à quelqu'un qui s'en occupe pas, qui met un prestataire. C'est d'autres personnes qui vendangent, c'est encore d'autres personnes qui vinifient et c'est d'autres personnes qui commercialisent. Où est le lien dans tout ça ? Donc, c'est là où, tu vois, tu te dis, nous, on a la chance de faire un produit, d'élaborer un produit du début jusqu'à la fin. Il n'y a que nous qui partons de la terre, qui plantons la vigne, qui récoltons, qui vinifions, qui commercialisons. On en parle aux consommateurs, quoi. C'est comme si le boulanger, il allait manger à la table et de son client avec sa baguette et qu'il avait des champs où il avait fait pousser le blé. Et ça n'existe pas en fait. Donc, ça nous amène tout droit donc à Champagne de Vignerons, ce syndicat qui regroupe des vignerons qui sont dans cette démarche-là d'amener de la vigne jusqu'au commerce, les vins. Peut-être une question, parce que quand on est de l'extérieur, c'est pas forcément évident. À quoi ça vous sert ? Le syndicat des vignerons ? Voilà. C'est un support, c'est aussi bien pour du lobbying politique que des campagnes de communication, que pour les normes, les lois, la paye, les vendanges, embaucher des salariés. Ils vont t'aider sur plein de différents aspects du début jusqu'à la fin. En fait, parce qu'ils connaissent toutes les lois et que quand tu t'installes pour un jeune vigneron, maintenant, est-ce que moi, je vais souvent au syndicat ? Non. Voilà. Mais si tu as besoin, tu sais qu'ils sont là. Ouais, exactement, c'est ça. Ouais. Et c'est organisé comment chaque vigneron qui veut en faire partie paye une cotisation ? Oui, c'est ça. Ouais. Comment se calculer ça ? C'est fixe en fonction de la taille de l'exploitation. Je peux même pas te dire en fait. Ok. C'est pas grave. Je demanderai à mon frère qui paye la facture. Je pense que c'est à l'hectare. Ouais. Très logique. Et il y a pour pouvoir apposer cette bannière, pour se voir apposer aussi cette bannière, parce que c'est ça qui est intéressant par rapport peut-être à d'autres, c'est que il y a cette partie image et marque qui est peut-être très perceptible avec Champagne de Vignerons, peut-être davantage qu'il ne l'est par d'autres appellations en fait, ou peut-être c'est les vignerons qui portent plus le truc, mais
ça devient presque une marque. On a l'impression, voilà, C'est vrai. de l'extérieur. C'est vrai, ils font pas mal de campagnes de communication auprès du grand public ou auprès des cavistes. Tu sais, ils peuvent avoir une bannière champagne de vigneron et là, ils communiquent avec vin intense, vin fruité, vin vif pour essayer de mettre dans une catégorie et essayer de simplifier parce que, en fait, le champagne, on a l'impression que c'est pas très accessible. Donc, c'est pour communiquer un petit peu plus facile, avoir une communication plus claire. Et puis, effectivement, par exemple, là, au dernier salon, Wine Paris, ils ont pris un énorme stand sur lequel tu pouvais prendre un petit stand pour toi et tu peux présenter ton champagne. Voilà. Donc ça, c'est aussi une aide pour toi, la commercialisation. Ils font des actions, ils font des formations. Ouais. Non, mais il y a un côté qui est cool et nécessaire dans une appellation qui est quand même immense, la Champagne, avec les grandes maisons, on va y arriver petit à petit et tout. Et eux, voilà, ils certifient un peu que voilà, on est donc chez des vignerons. Oui, et puis je pense que ils aident des jeunes vignerons à s'installer parce que quand tu débarques, tu sais pas ce qu'il faut faire exactement. Il y a tellement d'administratifs, donc ça peut être un très très bon support pour les jeunes vignerons. J'ai entendu qu'il y avait 80 nouveaux exposants là, à Wine Paris. Alors c'est pas que des jeunes vignerons. Mais en tout cas, il y a une jeune génération là qui s'installe et c'est quand même sympa. Autant on entend aussi des vignerons qui arrêtent parce que leurs enfants reprennent pas et souvent ces exploitations, elles vont au négoce ou c'est loué à long terme avec des baux à long terme. Voilà, mais il y a les deux, on entend les deux. Mais je pense que la majorité, c'est quand même des gens qui arrêtent. Voilà, il y a des petits vignerons aussi qui naissent. Mais pas tant que ça. Et qui peuvent être aidés, du coup, par Champagne de Vigneron. Ouais. Il y a effectivement cette grande campagne autour de donner des indications sur le type de champagne, avec les 3 types de champagne, qui effectivement sont intéressants, permettent de peut-être démocratiser un peu, rendre un peu accessible, etc. Comment tu décrirais tes champagnes, toi? Alors, ça dépend lequel. Ouais. À quel moment, c'est comme quand on te dit tu boirais ton champagne à quel moment, en fait ça dépend avec qui, ça dépend avec quoi, ça dépend bon, il y a une base. Leurs 3 catégories, c'est vif, fruité, intense. Donc vif, tu te dis bon, c'est plutôt les blancs de blanc. Donc nous on est dans la côte des blancs, on fait principalement des blancs de blanc, donc j'irais plutôt dans cette catégorie. Mais mon brut sans année d'assemblage serait plutôt dans la catégorie fruitée. Et puis, mes millésimes, ils seraient plutôt dans la catégorie intense, ou même les cuvées terre, comme terroir, là, c'est aussi très intense. Donc, finalement... Ça permet une première lisibilité. C'est ça. Mais bien évidemment qu'après, à l'intérieur, le travail des vignerons, c'est quand même de fabriquer des choses complexes. Alors ce mot il est beaucoup trop utilisé dans le vin et des fois on comprend pas ce que ça veut dire, mais justement de mixer un petit peu des sensations en bouche, d'avoir des étapes dans la dégustation, des étapes au cours du repas. Le champagne on le boit, il change un petit peu de température, du coup les sensations elles changent et voilà ça devient ça. Mais bon, on est dans la côte des blancs et c'est ce que tu disais, vous sortez des vins clairs avec des niveaux d'acidité qui sont quand même immenses. Tu sais quoi, je dirais aux consommateurs, le principal, c'est de se faire plaisir. Donc, t'ouvres une bouteille de champagne. Si en le goûtant, en le mettant déjà à ton nez, tu te dis, ah, ouais, tiens, ça sent quelque chose. Tu sais pas ce que ça sent. T'essayes de te souvenir, qu'est-ce que ça pourrait bien sentir. Mais ouais, ça donne envie d'aller goûter. Donc, c'est déjà intéressant. T'avales, t'as différents touchés de bouche ou non, en fait il a coulé tout seul, j'ai rien senti. Bon, c'était pas mauvais, c'était pas extraordinaire, mais voilà, j'ai ressenti comme ça. Ou alors un autre, ah oui tiens, j'ai senti la structure, l'intensité, ça sent plein de choses, ah là ça m'agresse, ou
voilà, l'idée, c'est qu'il essaye de ressentir quelque chose. Il ne sait pas toujours mettre les mots dessus sur chaque sensation, bien sûr, mais peut-être ça va lui apporter une émotion. Voilà, rien qu'une émotion. J'aime pas. Déjà, c'est le truc de base. Et c'est vrai qu'avec vif, fruité, intense, tu arrives à mettre des catégories et ça t'aide, ça te donne une approche, ça donne une première accessibilité au vin. Et pourquoi pas, si ça facilite, c'est sûr. Le champagne, en fait, il y a une étude qui a été faite qui démontrait que c'était les Français qui y connaissaient le moins, en fait. Mais voilà, c'est parce que on n'a peut-être pas assez communiqué justement sur comment déguster le champagne, comment l'apprécier, ce qu'on peut sentir. Donc, vif, fruité, intense, c'est quoi? C'est une base, c'est bien. Après, tout dépend de ton niveau de dégustation. Si tu as envie d'aller plus loin... Voilà, oui, et puis surtout, moi je pense qu'il faut... c'est pas fait pour s'enfermer. Il faut pas que ce soit l'objectif. Ça nous amène aussi, avant l'épisode là au téléphone, et là quand on a discuté avant, tu m'as dit il faut qu'on parle d'éducation. Ouais, ça nous y amène là tout doucement. Effectivement. Alors, je trouve que il faudrait éduquer dès le plus jeune âge. Alors, au vin. Alors, bien sûr, c'est très politiquement incorrect, mais on éduque bien les enfants très récemment, depuis très récemment, à bien manger. Et je pense qu'il faudrait les éduquer aussi à bien boire. Donc ça commence par l'eau, par les sodas, par toute autre boisson, tout ce qu'on peut avaler. Et c'est important qu'ils sachent aussi que ça fait partie de la culture française, qu'on nous envie. Tous les pays nous envient cette culture, donc il faut qu'ils sachent, il faut qu'ils connaissent. Et on ne peut pas ne rien leur apprendre. En plus, tu apprends la géographie, tu rencontres des gens, tu apprends l'histoire aussi avec le vin. Donc c'est un panel culturel qui est tel qu'on devrait apprendre aussi sur le vin, moi je pense. Ah oui. Voilà, donc moi je m'amuse un peu, comme je te disais, dans les clubs d'œnologie des grandes écoles, à faire des petites formations sur le champagne, je fais pas sur le vin en général. Et ça m'amuse beaucoup, et bon, c'est un public qui a déjà entre 20 et 25 ans, donc et qui déguste quasiment toutes les semaines, donc un public averti. Mais je pense que il faudrait démocratiser un peu tout ça, parce que ça fait partie de la culture française en général. Et puis, ça permet aussi de parler de modération et de plein de choses très jeunes. Et parce que voilà, les générations binge drinking, c'est quand même, ils sont très très jeunes, quoi. Ça commence de plus en plus tôt, à 14 ans ou 15 ans. Donc en fait, sont pas avertis. En fait, l'éducation, il y a deux choses. Moi, je trouve, il y a la partie sanitaire et la partie culturelle. Quand tu dis on a commencé à faire de l'éducation, je trouve qu'elle est sanitaire, l'éducation qui est faite aujourd'hui. Elle n'est pas trop culturelle, tu vois ce que je veux dire? C'est dommage. On explique, voilà, c'est ça. On explique, alors que c'est une porte d'entrée qui peut-être est plus longue, peut-être est plus, je suis prof, je sais ce dont je parle, peut-être plus coûteuse à l'intérieur de l'école, en moyens, etc. Mais sur le long terme, c'est une éducation plus efficace que peut-être que l'éducation sanitaire très descendante. Le message à la fin de la pub, attention, pas manger trop gras, trop sucré, trop salé, ou le message que tu es obligé de mettre sur un site internet à consommer avec modération. Voilà. Alors ça, cette partie-là, elle est entre guillemets faite, comment on peut en discuter, mais effectivement, la partie culturelle... Voilà, on en parlait avant, c'est une discussion intéressante, moi je trouve, sur les Jeux Olympiques cet été. La partie gastronomie, un peu, sûrement pas assez. La partie vin, absolument pas du tout présente. Voilà, hormis la marque LVMH, mais bon, qui n'a pas trop mis en valeur la partie pas MH sur les sites. Voilà, oui, non, pas sur les sites, pas de vin. En tout cas, la cérémonie peut-être d'ouverture. des pop-up dans Paris, mais sinon, zéro sur les sites. Les cérémonies aussi, rien sur le vin. Non. Bon, c'est
Des choses qu'il est un peu dommage. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place alors? Même dans la cérémonie d'ouverture ou de fermeture, rien sur le vin, rien sur... Ça, c'est fou. Alors que tous les domaines manger d'excellence et boire, culturelle... parce que c'est... Tous les domaines d'excellence culturelle française sont passés, c'était magnifique. Ouais, le patrimoine architectural. C'était avant-gardiste sur plein de trucs et c'est trop bien. Et moi, je suis trop content que les Jeux Olympiques en France aient eu ce rôle-là. Sauf que il manquait ça, quoi. Il manquait ça. Peut-être pour la partie éducation sanitaire, en pensant que, je sais pas, ne pas en parler, c'est mieux. Mais bon, ça n'a jamais trop marché avec les jeunes, de pas parler, c'est mieux. Mais oui, et quand je voyage aux États-Unis, on me dit toujours, comment vous faites, vous les Français, vous parlez que de bouffe et de vin et vous n'êtes pas gros. Alors que nous, on n'arrive pas, quoi. Comment vous faites? Eh ben, je pense que c'est dans la culture. On a appris ça quand même. Alors, peut-être plus à la campagne qu'à la ville, je sais pas. En fait. Alors le vin, il y a la dimension alcool qui, dans l'éducation, peut être. On peut pas faire goûter du vin à l'école, quoi. Non. mais on peut faire voyager, découvrir. Je te dis, histoire-géographie. Le vin, c'est histoire-géographie déjà, avant tout. Et puis, même un sommelier, il apprend beaucoup sur les livres avant de déguster. Les plus grands sommeliers, c'est dans les livres qu'ils ont appris un maximum de choses. Non, mais il y a des défis. Il y a des sommeliers qui reconnaissent un vin juste en ayant lu sur le vin. Imagine, ils l'ont jamais goûté avant, à l'aveugle, ils sont capables de le découvrir. Donc c'est que dans les livres et juste en parlant, tu peux arriver à découvrir des tonnes de choses. Ouais, à créer une culture. Voilà, t'es pas obligé en plus d'avaler, puisque nous, on recrache la plupart du temps, quoi. Ouais. À moins de manger, on boit jamais. Donc. Ouais, c'est intéressant, mais c'est compliqué et dans l'état actuel de l'école. Je te dis, je sais pas si ça va s'améliorer de suite. Ouais. Il y a des urgences entre guillemets qui sont gérées. Il y a beaucoup de communication là cette année. Je te dis en tant que prof sur l'éducation à la vie affective, tout ça. Où c'est en train de progresser, c'est trop bien. Bon, sur les éducations au goût. Au local, au terroir français et tout, on n'y est pas encore quand même. Ouais. Non, mais j'espère que ça viendra. Ouais. Mais t'as raison, après, il faut aussi des budgets, et il faut des personnes, il faut recruter, il faut savoir quel programme. C'est compliqué, donc il faut... Et ouais, avec l'alcool, mais bon, je pense que sans même en boire, tu peux faire énormément de choses, apprendre énormément de choses. Puis, regarde, ils apprennent à bien manger, les saisons locales, sans manger, je pense. Tu n'as pas besoin d'apporter un radis pour... Ça commence quand même, ça commence. Il y a des lois qui sont passées, tu as des pourcentages de nourriture qui doivent venir du local dans les cantines maintenant, etc. Oui, bah oui. Voilà, ça commence. Ok, top. Trop bien. Un autre truc dont j'ai envie de parler, c'est un peu le champagne de façon plus globale. Peut-être la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment va la Champagne à l'échelle globale? Alors, si on lit la presse... La Champagne va pas très bien, puisque dans les derniers chiffres, on a vendu en global moins 9% en 2024 par rapport à 2023. Donc, a priori, ça va pas très bien. Moi, je fais un mois de février, là, mais comme j'ai jamais fait. C'est-à-dire que c'est une espèce d'explosion des ventes. Donc, pour moi, ça va très bien. Et puis, on a fait un tout petit peu moins, nous, que 2023, mais à peine. Donc, on se porte assez bien. Et c'est du côté des vignerons, je pense un peu ce qui s'est passé. Le vigneron a eu moins de baisse des ventes que les grandes maisons et les coopératives, je crois. Mais peut-être pas tout le monde est comme ça. En tout cas, se portent bien ceux qui sont dynamiques et qui sortent de chez eux et qui font du commerce, quoi. Si tu restes chez toi, en fait, tu vends rien, c'est ça. Donc, il faut se bouger tout le temps. Il faut aller chasser. Oui, c'est ça. Quand on vient sur des domaines comme ici, peut-être un peu moins médiatisés, un peu moins tout ça, on se rend compte qu'il y a aussi des domaines
comme tous les autres domaines de France, effectivement, le travail de commerce est important. Ah non, mais partout. Ça se fait pas tout seul. On est certes au sein d'une marque porteuse. Il faut pas non plus, il faut appeler un chien quoi. Enfin, au sein d'une marque porteuse, mais il y a des défis. C'est quoi les défis à venir pour la Champagne? Mais, nous, le défi en tant que vigneron, parce que pour la Champagne en général, c'est encore plus compliqué. Mais le défi numéro 1 du vigneron, c'est le recrutement. Recruter et être bien entouré, à chaque fois que tu dois recruter, c'est un problème. Parce qu'en fait, t'as pas les bons outils, tu sais pas comment faire, tu connais pas assez de monde, c'est compliqué. Donc ça, parce qu'il faut être bien entouré, avoir une bonne équipe, c'est ça qui fait que toi, tu peux faire autre chose et porter l'entreprise. Avoir une vision un peu plus globale et plus stratégique. Deuxième défi, c'est le changement climatique. Honnêtement, là, les pluies qu'on a, et puis les pluies qu'on a eues en 2024, la gelée de 2021, font que 2 années difficiles, là, très proches, c'est compliqué à gérer, hein. Tu fatigues les équipes parce qu'eux aussi ils sont déçus en fait. Ils ont travaillé toute l'année, ils récoltent rien, donc tout le monde est hyper déçu. Heureusement en Champagne, on a quand même une loi l'AOC et on s'est battu pour nous permet de récolter plus les années où tu as plus de récoltes. Il n'a pas l'appellation Champagne, sauf si les années suivantes, tu en as besoin. Donc là, tu peux mettre en bouteille, sinon ça reste en cuve. Et si tu l'utilises pas, bon ben c'est perdu. Mais et ça, c'est quand même quelque chose qui tend à se généraliser dans d'autres régions viticoles. Et je pense que c'est indispensable. C'est tellement fantastique d'avoir tes propres raisins que tu peux commercialiser après. Franchement, c'est lissé. Sur des années, ta production, là, c'est tellement aléatoire, les conditions climatiques, que ça, c'est vraiment super. Quel défi Ce que tu dis, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le bio, dans les cahiers des charges, ces trucs de cahiers des charges, qui des fois... ça revient de plus en plus quand je discute, moi, avec des vignerons. Ce côté strict. Oui, on veut faire de la qualité en Champagne, donc ils ne font pas dépasser, je sais pas c'est quoi, c'est 40 hectos, 50 hectos, je sais même pas ce que c'est. C'est plus, nous. Plus. Alors, nous, on parle en kilo-hectares. Kilo-hectares, c'est Ouais, vrai. là, la dernière décennie, c'était environ 10 000 kilo-hectares. Et tu presses 160 kilos par hecto. Donc, ça vaut environ 60, un peu plus. Voilà. Bon, on veut garantir une certaine qualité, donc on dit, bon, faut pas aller au-delà pour que les raisins restent de qualité. Mais effectivement, entre une bonne année et une mauvaise année, la qualité, en fait, elle change et c'est pas la quantité de raisins qui fait forcément la qualité. C'est des raisonnements qui sont valables à années équivalentes, quoi. Mais bon. Non, et puis il y a des très grandes années avec de la grosse production. Donc en fait, c'est pas du tout valable ça. Les années concentrées, nous, le concentré en Champagne, peu de récolte, ça nous fait pas de la super qualité. Ça marche pas, c'est pas... C'est un défi global sur la filière. Pareil pour le cahier des charges bio dont on parlait tout à l'heure. Pareil, ça me semble être un défi. Moi, un truc qui m'intéresse de discuter avec les vignerons de Champagne, c'est le côté, justement, ces grandes maisons. Avec LVMH, avec tout ça, qui est là, ici, qui est propriétaire de beaucoup de choses par ici. Le côté, et moi j'entends parler dans des familles sur en fait les transmissions de la génération du dessus à la génération d'en dessous, qui sont très compliquées à organiser, et avec les prix des terres qui en ce moment sont valorisés très très cher, des fois compliqués à assumer en fait pour la génération d'en dessous, qui en fait la succession coûte en imposition plus que ce qu'ils pourraient mettre en fait dedans. C'est des terres qui se retrouvent à vendre. Et qui peut mettre le prix des terres en ce moment? Beaucoup les grandes maisons. Et on a comme ça un truc qui se crée un petit peu où il y a de plus en plus de parcelles et de terres qui sont un petit peu cannibalisées par ces grandes maisons-là.
moi, ça pose quand même la question. Alors, je suis pas du tout, je suis pas anti grande maison ou quoi, parce que tous les vignerons disent que ça a apporté une image magnifique sur le champagne et que tout le monde en a profité. De la force marketing de LVMH, quand même, ça a quand même aidé la marque Champagne fortement. Mais en revanche, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est le savoir-faire. C'est la transmission de savoir-faire. Que si à un moment donné, un enfant à 25 ans, quand il arrive dans la vie active, il sait que pour lui, c'est difficile de reprendre, il arrête de s'investir dans cette transmission, alors que dans tous les vignobles, moi je le vois en discutant, une transmission pour que ce soit bien fait et surtout que la personne en dessous devienne la plus compétente possible, c'est bien si ça se fait un petit peu dans la durée. Alors après, des fois, évidemment, il y a des événements familiaux qui font que c'est pas possible, mais tu vois, dans l'absolu, qu'est-ce que c'est ton regard un peu sur ça? Alors nous, ce qu'on a vécu, c'est une transmission accidentelle, ou en tout cas, c'est arrivé par accident. Mon père est mort par accident, donc il avait effectivement pas fait sa transmission au point de vue notarié, et donc on a subi exactement les lois de transmission sur l'héritage. Donc en gros, tu hérites de toutes les vignes et c'est comme si c'était un revenu. Donc en fait, sur ta feuille d'impôt, c'est tu payes 50% d'impôt parce que tu es dans des tranches. Donc voilà, pendant 15 ans, on n'a fait que rembourser les emprunts qu'on avait fait pour payer la succession. Donc effectivement, ça nous a bien freiné au départ, en tout cas, parce que zéro investissement. On n'a rien investi dans la cave, ni dans les vignes pendant 15 ans. Et les 15 années suivantes, on n'a fait que investir dans la cave et dans les vignes. Donc, replanter, bien sûr, et puis rénover toute la cuverie. Voilà. Et donc, pour la génération suivante, puisqu'on en est là, j'ai mon neveu qui est revenu il y a 1 an et demi. Et donc, lui... c'est quand même chouette de pouvoir lui transmettre. Mon frère travaille avec lui tous les jours, donc vraiment à la production, à la vigne, et lui dit non, fais ça, fais pas comme ça. Donc c'est tellement chouette. En fait, mon frère a pas eu cette chance, et donc il a tout appris sur le tas. Et j'espère que ça lui donne envie, en tout cas, et que il se dit tiens, moi je ferais plutôt comme ci ou je ferais plutôt comme ça. Enfin. Peut-être qu'il est trop jeune encore pour se dire moi j'ai envie de faire comme ci ou comme ça parce qu'il n'a pas vu autre chose. Mais c'est vrai que c'est comme ça que ça devrait être fait et c'est comme ça que tu leur donnes de l'inspiration pour ensuite qu'ils puissent se lancer. Après, financièrement, c'est sûr qu'il faut le prévoir dès maintenant et commencer à payer... la transmission, mais on a encore la génération du dessus qui est là, ma mère elle est encore là, donc pour transmettre des choses qui sont, enfin même si nous on a hérité, voilà, t'as 3 générations qui vivent sur le même patrimoine, c'est aussi un peu compliqué quoi. Donc les jeunes vignerons qui s'installent, oui, il faut pas être très gourmand parce qu'au départ, c'est beaucoup d'investissement, surtout en Champagne. Tu as des besoins en fonds de roulement énormes parce que tu stockes pendant des années avant de commercialiser. On n'est pas en Provence, tu récoltes en septembre et en janvier, tu es déjà en train de le commercialiser. Donc, tu n'as même pas 1 année de besoin en fonds de roulement. Nous, c'est au moins 3 ans de besoin. Tu as 1 année dans la cuverie. T'as 1 année en cave et souvent encore une autre année. Donc, oui, t'as plus de 3 ans de toute façon. Donc, voilà. Et il y a une loi qui vient de passer. Et donc, c'est sur les baux à long terme. Si tu fais ton bail, là, pour louer ta vigne dont tu es propriétaire à ton enfant, par exemple, et donc, si tu transmets ces vignes-là, t'es exonéré de droits jusqu'à je sais plus combien de millions. Mais c'est tout récent, ça vient de passer. Ouais. C'est les Champenois qui viennent de faire ça. Donc il va falloir que tu refasses tous tes baux, enfin à la fin des baux, parce que c'est des baux à 25 ans. Hein. Donc à la fin de tes baux, tu vas pouvoir enfin être exonéré. Mais pour tous ceux qui sont en cours, non, t'es obligé de payer. Et en payant, ça te coûte au moins 10% du prix de la vigne. Donc une vigne en Champagne, elle est entre, 800 000 euros l'hectare à
je sais pas, peut-être 2, on va dire. Bon, bah, ça te coûte 10%. En le prévoyant à l'avance. Tu peux pas faire moins. C'est impossible. Et si tu prévois pas, c'est 50%. Donc, effectivement, là, qui est-ce qui va acheter? Alors, parfois, tu vends pas, mais en fait, les grandes maisons, elles te proposent de faire des baux à très long terme, moyennement une prime qui est quand même extraordinaire. Mais du coup, ces vignes-là, elles sont plus exploitées par les vignerons. Elles sont exploitées par qui? Des prestataires. Parce que les grandes maisons, elles exploitent pas. Enfin, elles exploitent peut-être leurs vignes, mais pas celle-là. Ouais, ça m'étonnerait. Donc, en fait, c'est là où il y a eu rupture d'un savoir-faire. Parce que ces vignes qui appartenaient à un vigneron qui travaillait sa vigne, terminé. Ça va être fait par des prestataires et eux, c'est des entreprises de prestations. Donc, c'est pas forcément des entreprises qui transmettent. Oui, ils ont un intérêt économique à faire bon, à continuer de faire bon. Mais est-ce que l'intérêt économique vaut tout le poids de la transmission familiale, des générations qui s'enchaînent et tout? La question est légitime quand même. Ouais. En tout cas, tu as intérêt à faire bon quand tu fais tout du début jusqu'à la fin et que tu mets ton nom sur la bouteille. Parce qu'on voit bien que quand tu livres ton raisin à droite ou à gauche, que ce soit à la coopérative ou au négoce, t'y mets pas le même cœur. C'est évident. Donc forcément, ces raisins-là, ils sont pas de la même qualité. T'as pas mis la même âme dans ces raisins-là. C'est une évidence. Oui, donc pour la transmission du savoir-faire, on espère que les générations suivantes vont s'y mettre. Voilà, ma fille du Canada pense à revenir peut-être, mais plutôt pour la commercialisation et pour vivre la vie que je mène, plutôt que pour aller tailler dans les vignes. Mais il faudra qu'elle apprenne à faire ça aussi, parce que maintenant, pour reprendre une exploitation, tu dois faire le BPREA, le brevet professionnel de reprise d'exploitation agricole, et tu dois apprendre tout ça. À tailler, à vinifier. Donc c'est bien pour essayer d'avoir une vue globale du travail de vigneron. Dans cette transmission, la génération suivante, dans ta vie très internationale et l'éducation de fait très internationale et les milieux un peu... alors certes vin, mais vin, on va dire partie un peu business du vin. Comment on fait en tant que parent quand il y a un peu ce poids de l'héritage familial? Je pense que on n'a pas envie d'être la génération où peut-être ça s'arrêterait et tout. Et en même temps, quand on éduque ses enfants, on n'a qu'une envie, c'est qu'ils soient épanouis, libres et indépendants, comme tu le disais tout à l'heure. Ça, c'est... Alors, comme moi, j'ai l'impression de ne pas avoir eu vraiment le choix, je dis à mes enfants, faites les études que vous voulez et faites ce que vous voulez, parce que le jour où vous reviendrez pour X raisons travailler au domaine, jamais vous pourrez vous en sortir. Une fois que t'es là, t'es pieds poings liés et c'est toi, c'est ton domaine. À moins de décider parce que t'en as trop ras-le-bol et que tu supportes plus physiquement, psychiquement et que tu décides de lâcher et de vendre. Ça m'est arrivé une fois dans ma vie de penser ça. Mais tu te dis de quel droit, finalement, après cette génération, tu pourrais vendre et réaliser financièrement les résultats de tout ça. Et puis pour faire quoi après? Tu vois? En fait, t'es tellement marqué par ce que t'as fait que tu te dis, ouais, je vais racheter des vignes après, super. T'es pas sorti du système. Donc... non, mais après, c'est une réflexion plus globale sur toi-même. Mais vraiment, je les oblige pas parce que je sais qu'après... Et d'ailleurs, j'ai dit à ma fille, ok, si tu veux revenir, mais travaille au moins 5 ans ailleurs pour que tu aies vu autre chose. Et va plutôt dans un grand groupe pour voir comment ça se passe dans les grandes entreprises. Parce que les petites entreprises, ça fonctionne pas pareil. Et là, tu seras dans une
TPE. Donc, c'est vraiment tout petit. Et voilà, donc j'en ai une qui travaille chez Thales et l'autre chez Capgemini. Donc, on ne peut pas faire plus grand. Thales à Toulouse, du coup? Chez Thales à Paris. Ok. Ouais. C'est Pierre qui a mis un terme à l'idée de peut-être vendre à un moment? Non, lui, ça lui revient de temps en temps. Il dit, ah, j'en ai ras-le-bol, là. 2024. J'en peux plus. La pluie. Oui, ou même économiquement, quand ça va pas, tu sais, et t'as les banquiers derrière qui disent, ah bah alors, vous avez vu les résultats là cette année, donc c'est plus possible, là, va falloir ramener un peu d'argent, là, parce que les ouvertures de crédit, c'est fini. Alors, bon, en Champagne, peut-être moins que dans d'autres régions, hein, mais si, t'inquiète, ils sont là pour te le rappeler. Dès que tu baisses de chiffre d'affaires, c'est pas bon du tout, ils aiment pas ça. Non, c'est... Donc, forcément, de temps en temps, t'en as ras-le-bol et tu te dis, oui, bon, allez, c'est bon, je bazarde de tout. Et puis, en fait, t'en as qui t'appellent, hein, je sais pas, des chasseurs d'acheteurs de domaines. Des Américains ou qui cherchent à acheter des domaines en Champagne, à investir, des grands groupes. Donc on est sollicité. Hein. Ouais, c'est ça, en fait. Si vous vendez, vous nous appelez. Hein. Ouais. Oui, en fait, il y a plusieurs soirs dans l'année où tu te couches après avoir reçu cet appel téléphonique. Donc c'est sûr que ça Non, pas dans l'année plusieurs fois, mais ça m'est arrivé peut-être déjà 5-6 fois depuis peut-être une vingtaine d'années. C'est quand même assez récent. On n'avait jamais eu ça avant. Donc voilà, il y a de plus en plus de gens. Regarde, depuis 20 ans, tous les Chinois qui ont acheté des domaines dans le Bordelais. Pour l'instant, pas en Champagne, les Chinois, mais c'est récent, là. Des Américains, des Italiens. Et en même temps, super, la grande maison, LVMH, heureusement qu'ils sont là. Hein. Ça nous tire par le haut, mais depuis toujours. Hein. Intéressant. C'est intéressant, franchement, d'entendre. Je sais que quand tu dis que des fois il y a des difficultés, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont raisonner, tu sais, un peu. Oui, vous êtes en Champagne, c'est bon, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais sauf que dans toutes les régions, c'est difficile. Et dans tous les métiers. Voilà, t'as un métier où tu peux te reposer sur tes lauriers. Toi, tu te reposes sur tes lauriers? Non, t'es toujours en train de, je sais pas, faire quelque chose de nouveau, si tu veux être motivé par ton métier. Donc même en Champagne, on a des difficultés. Pourquoi on se fait suer à faire des salons? Sinon, on restera à la maison tranquillou. Hein. Mais non, t'as toujours quelque chose... Et puis, finalement, tu as toujours envie d'avoir un bel outil de travail. Donc, tu vois, là, on vient de rénover la salle d'accueil. Bon, c'est des gros investissements, donc ça, il faut les rembourser. Donc, voilà, il faut vendre du champagne. Il faut valoriser. T'es tout le temps en train d'avoir des démarches et tu peux pas te reposer sur tes lauriers quand tu as une entreprise. Hein, voilà. Et... avec ce début de transmission qui commence à s'organiser, comment tu résumerais le domaine, ce qu'il est aujourd'hui, et ce que tu aimerais transmettre quand tu seras à la retraite? Alors la retraite, c'est dans 10 ans, donc tu as raison de me le dire. Il faut que j'y pense. Pardon, il n'y avait aucune non. Mais... je sais pas ce que c'est. Déjà, il y a 10 ans, l'entreprise n'était pas du tout la même. Et il y a 20 ans non plus. Te dire qu'est-ce qu'elle sera dans 10 ans. Ce que tu aimerais qu'elle soit. Ce que j'aimerais qu'elle soit. J'aimerais... avoir des clients qui sont... J'aimerais travailler avec des clients qui soient tous en transparence, très proches de moi, en fait. C'est impossible parce que tu peux pas être en relation avec tous tes clients. Mais... Ils vont écouter ce podcast. Voilà.
Parce que je dirais, c'est le plus intéressant et tu as envie de leur transmettre, t'as envie qu'ils sachent tout de toi, de ce que tu fais, de ton travail, de l'énergie que tu y mets, du quotidien en fait, qui est plein de sujets différents, et tu as envie que eux, quand ils font découvrir ton champagne, ils font la même chose en fait, et qui mettent autant d'énergie et autant d'enthousiasme, et pour que quand les gens ouvrent cette bouteille, ils se disent ah ouais, mais il y a tout un univers derrière en fait, c'est la terre, c'est la vigne, c'est tout le monde derrière, c'est on a choisi une bouteille allégée, on a choisi une étiquette comme ça, le vin il sent ça, le côté minéral, le terroir, la craie, le soleil, les oiseaux, enfin voilà, on n'a pas parlé de tout ça non plus, on a mis des ruches, on fait du miel, enfin voilà que. Mais dans 10 ans, je peux pas te dire ce que ce serait. J'ai envie de... Peut-être qu'on ait encore d'autres cuvées qui témoignent aussi de la diversité champenoise, parce que il faut pas résumer le champagne à un champagne, tu vois. Et c'est bien finalement ce travail aussi des champagnes de vignerons, c'est que ils apportent au thème champagne de la diversité. Et c'est ça, et c'est surtout des gens derrière. Donc il faut humaniser la Champagne. Il faut que les consommateurs soient conscients que derrière chaque bouteille, il y a vraiment des gens, quoi. Tout le monde, on a touché la bouteille 10 fois avant de la mettre dans le carton. Et avant, combien de fois on a touché le cep de vigne ? C'est beaucoup de travail manuel. C'est l'énergie des hommes. Et je pense qu'il faut que ce soit encore beaucoup comme ça. C'est en fait ce lien du travail des hommes, de la terre aux consommateurs, qu'il faut garder, qu'il faut faire évoluer, bien sûr, parce que voilà, t'as mal au dos quand tu travailles dans les vignes, parce qu'il y a aussi plein de problèmes comme ça. Mais ça reste un produit extrêmement humain. Voilà. Et c'est ça la beauté du geste et du vigneron. Donc il faut que ce soit comme ça, mais peut-être plus l'associer à des moments. Tu vois, c'est pas que la fête, le champagne. C'est le partage, c'est l'échange, d'être avec des gens, un moment, l'émotion. Il faut que ce soit aussi du plaisir. C'était beau. Vous l'avez compris, Chantal fait beaucoup de choses. Chantal est aussi très investie dans 2 associations, du coup. Effectivement. Voilà. Et ça, tu peux nous en parler un petit peu ? Ouais, donc on a ces 2 associations champenoises. Bon, on revient toujours à la même chose. Les Mains du Terroir Champagne, association d'une quinzaine de viticulteurs. C'est une association qui existe depuis une dizaine d'années, et on se retrouve surtout pour la dégustation de vin clair, qui est au moment du printemps des Champagnes, c'est au mois d'avril. Et c'est vrai que c'est une dégustation qui est plutôt pour les professionnels, parce que déguster le vin clair, c'est quand même assez difficile. C'est un vin qui n'est pas prêt à consommer. C'est avant les assemblages, mais c'est drôlement intéressant parce que tu dégustes des vins vraiment qui sont d'un terroir. T'as jamais l'occasion, quasiment à part quand t'as des cuvées parcellaires. Et puis il faut se projeter, il faut imaginer ce que ce vin donnera une fois qu'il sera champagnisé, qu'il aura vécu la prise de mousse et qu'il aura passé quelques années dans la bouteille. Et on essaye de porter haut les couleurs de la Champagne. Donc voilà, d'humaniser et c'est la première association, on a signé une charte où plus personne dans l'association ne met d'herbicide, par exemple. Donc on essaye d'avoir des actions qui portent haut les couleurs de la Champagne et qui sont assez actives.
surtout par des dégustations. Et puis mon autre association, qui s'appelle la Transmission Femmes en Champagne. Donc, une association où on est une douzaine de femmes, donc dirigeantes de maisons ou qui ont été décisionnaires ou dirigeantes de maisons ou vignerons de Champagne. Donc, le but de cette association, c'est de communiquer sur la Champagne autrement. Donc là, c'était beaucoup pour la rendre accessible, hein, cette Champagne, la rendre humaine au travers de dégustations à nouveau. On a fait beaucoup de dégustations virtuelles pendant le Covid auprès des professionnels, bien sûr, c'était plus facile. Mais c'est aussi une association là où on essaye cette année, en 2024, de s'entraider beaucoup, donc avec du mentorat. Et je pense que tout le monde devrait avoir du mentorat, parce que c'est tellement inspirant pour quel que soit l'âge qu'on ait, qu'on soit jeune, qu'on soit à moitié de ma vie comme moi, ou des gens plus âgés. On devrait tous avoir des personnes qui vous inspirent. Et là, on est en train de faire ce travail-là. Et je trouve ça formidable. Après, on essaiera de le faire à l'extérieur et pour inspirer d'autres personnes, des femmes aussi, les attirer pour venir en Champagne, pour avoir envie de déguster du champagne et faire connaître la Champagne sous des aspects un petit peu différents. Et voilà. Comment quelqu'un qui écoute... que ça intéresse, comment il peut entrer en contact avec ces assos? Alors, on a un site internet, c'est, je pense, la-transmission, je pense, champagne.com. Okay. Nul, je ne sais même pas. Bon, ce sera sur tes réseaux. Non, je le mettrai en description d'épisode. Là, j'étais en train de commencer à regarder, mais je le mettrai parce qu'on va. Et donc, on fait chaque année, fin d'année, octobre, novembre ou décembre, une dégustation à Paris. Et on est toutes là. Et donc, l'idée, c'est par la dégustation, mais c'est un prétexte, nous parler. Et comme ça, on peut parler de nos expériences et de tas d'anecdotes sur le champagne ou sur notre vie pour inspirer les gens et leur donner envie et de déguster du champagne et de venir en Champagne et peut-être de travailler en Champagne. Et voilà. Hyper intéressant. Toi, tu as le rôle de présidente du coup Non, pas du tout. Pas du tout. Ah. Non. Je suis pas présidente, je suis juste membre active et c'est une petite association, hein, donc on est une douzaine, mais drôlement passionnante. Mais ça doit faire un peu de travail quand même, parce que mine de rien, organiser des dégustes, machin. Toujours. Ouais. Voilà, mais comme on est 12, on a quand même. Vous arrivez à vous organiser correctement. Ouais. Tout le monde aide, tout le monde participe. Ok. Et le peu, j'imagine, vu tout ça, de temps libre qu'il te reste, qu'est-ce que tu fais en dehors du vin? J'adore cuisiner et donc recevoir mes amis, la famille, et donc faire des accords mets et vins. Mon compagnon aussi adore le vin, donc on s'amuse beaucoup, il aime cuisiner aussi. Je fais du sport, très important. Pour avoir une vie équilibrée et pouvoir bien manger et bien boire, il faut faire du sport. Tu sais ça? Donc, beaucoup de sport. Je cours ou avec mes voisines, on a un coach qui vient à la maison et voilà. Et en même temps, on papote. Et lui, il nous fait travailler. Voilà, voyager. Top. Le bateau, je fais différentes choses. Du bateau? Du bateau. À voile? À voile. Ouais. D'accord. On avait l'habitude avec mon mari de louer 3 semaines un bateau l'été et de partir dans un pays pour découvrir. Ah oui, du bateau pour de avec vrai les alors. enfants, ouais. Ah oui. Voilà. Sérieusement, c'est vrai. D'accord. J'ai continué beaucoup avec mes filles, donc pareil, j'ai ma fille aînée maintenant qui prend son bateau et qui part une semaine comme ça. Et voilà, et aussi la marche à pied en montagne, grimper les sommets, dormir dans un
un refuge, la nature. C'est tellement beau. La mer et la montagne. Magnifique. Hyper intéressant. À la place, bon, je pense que à l'intérieur, c'est une question que je pose à tous les vignerons que je rencontre, à l'intérieur du spectre de compétences de vignerons qui est large, de la vigne jusqu'au commerce. Bon, t'as sûrement déjà un peu répondu, mais tu dirais que c'est quoi ton point fort? Comme je te disais, prospecter. Ouais. Parce que là, je m'amuse. Et plus je vais loin, plus je m'amuse. Ok. Comment tu progresses? Par les échecs. Par les épreuves, les échecs. C'est ça qui te fait progresser. Plus que la réussite. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posée? Non, je sais pas. Tu as posé beaucoup de questions quand même. Ouais. C'est long, hein, c'est un petit marathon. C'est ça, ouais. Est-ce qu'il y a une question que tu n'aurais pas aimé que je te pose? Non plus, je vois pas. Et la dernière de toutes, si je devais aller voir un vigneron ou une vigneronne n'importe où en France, dans la démarche qui est la mienne, tu me dirais d'aller voir qui? Va au bout de la rue voir Delphine Casals, ma voisine. Elle fait partie aussi de l'association. Voilà, c'est ça la diversité champenoise. Mais bon, voilà, ça c'est dans le village. Après, j'ai plein d'amis vignerons super. Tu peux aller voir Karine Valentin, qui est vigneronne à Cogolin, Château des Garcinières. Tu peux aller voir Régine Sumer aussi, qui est en Provence. Tu peux aller voir un autre copain, Guillaume Viau, Bergerie des Capucins, qui est au Pic Saint-Loup. Tu peux aller voir Sylvie du Château Moulin-Carès à Bergerac aussi. Famille depuis plusieurs générations. Maintenant, c'est les garçons qui ont repris. Mais il y a tellement de vignerons super. Laurent Juillot à Mercurey. Non, franchement, il y en a partout. Trop bien. Bon, merci beaucoup, Chantal. Avec plaisir. C'était chouette. Merci. Allez, salut à tous, à bientôt. Salut.